Voilà, c'est le décompte qui va nous permettre de savoir à quel moment nous allons être reliés par la technique. Nous l'espérons avec toutes les villes qui organisent avec nous cette Université de la vie. Bonsoir à tous, nous voici tous interconnectés, tous reliés pour démarrer ce soir notre Université de la vie, notre 3e Université de la vie en visioconférence. Voilà, je suis enchantée de vous accueillir, je suis Blanche Streb, la directrice des études d'Alliance Vita, et toute l'équipe d'Alliance Vita au National ici et tous nos membres dans chacune de nos villes sont vraiment heureuses de vous accueillir ce soir pour que nous vivions ensemble cet événement. Voilà, donc nous sommes 112 villes en France, une ville également dans les Dom-Tom en Guadeloupe, et également 12 villes à l'étranger qui organisent avec nous cet événement. Nous avons Berlin, Bruxelles, Lausanne, Luxembourg, Liège, Londres, Mohamedia au Maroc, Zurich et une ville au Québec. Et nous avons également la ville de Rome. Voilà, donc soyez vraiment tous bienvenus. Penser la société, comment agir en faveur d'une culture de vie, voilà les questions qui vont nous habiter pendant 4 soirées. Nous démarrons ce soir notre première soirée qui s'intitule « Les ressorts personnels de l'action ». Nous allons commencer à penser la société en pensant d'abord à nous-mêmes. Nous allons, pendant cette première soirée, réfléchir à nos propres histoires personnelles, à notre propre vie, à ce que nous avons pu vivre de facile et de moins facile, voire de très difficile. Nous allons penser à nous. Notre deuxième soirée sera orientée autour de l'action humanitaire envers les plus fragiles. Là, c'est plutôt nos proches, nos concitoyens, dont la souffrance va nous interpeller et va nous amener à avoir envie de prendre soin d'eux. Donc nous allons réfléchir comment prendre soin, comment penser les plaies de nos concitoyens, ceux qui sont proches de nous. Notre troisième soirée est l'action politique pour le droit et la justice. Cette troisième soirée va nous amener à prendre conscience que nous sommes tous des acteurs de la cité, tous des acteurs politiques même, tous actifs, dynamiques et tous nous avons un rôle à jouer. Et nous essaierons au cours de cette soirée de voir quels sont les ressorts qui sont à notre disposition pour agir au niveau politique sans désespérer bien sûr de nos décideurs publics. Notre quatrième soirée sera tournée vers la culture de vie, comment agir d'une manière globale en faveur d'une culture de vie. Nous le savons bien, ce sont les rêves de certains qui parfois construisent les sociétés ou donnent aux sociétés de très grands changements. Et ces rêves, ces projets ne sont pas toujours tournés vers le bien. Nous allons donc réfléchir à cette culture. Quelle vision de l'homme nous devons mettre dans notre culture, voilà, pour ne pas le laisser, pour ne pas que sa dignité soit altérée, pour que cette vision soit toujours sur la dignité inaltérable de l'être humain, qui ne doit pas être défigurée par cette immense technique aujourd'hui à notre disposition. Nous réfléchirons peut-être à l'autolimitation de notre propre puissance. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais accueillir notre président François-Xavier Pérès qui nous fait l'honneur d'une introduction générale et qui va nous aider à plonger dans cette première soirée tournée vers nos histoires personnelles, notre propre histoire bioéthique. François-Xavier Pérès. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle Université de la vie. Pendant 4 soirées, nous allons donc nous former sur le thème « Penser la société, comment agir en faveur d'une culture de vie ». Pour introduire ce cycle de formation, j'aimerais tout d'abord vous faire réaliser combien la démarche dans laquelle nous nous engageons est audacieuse, voire même un peu folle. L'année 2015 que nous venons de vivre a été terrible sur le plan des attaques contre la vie. Je veux parler bien sûr de ce qui s'est joué dans le domaine bioéthique, mais pas seulement. Évidemment, notre pays a été victime d'attentats terrifiants. On ne compte plus
les alertes sur le dérèglement climatique, sans parler des difficultés sociales, institutionnelles, économiques ou culturelles que nous traversons. Nous pourrions simplement nous retrouver entre nous pour pleurer, nous dire que tout fout le camp, qu'il n'y a plus de saison, que notre monde marche sur la tête, et puis nous isoler dans nos communautés en se serrant les coudes et en tâchant de survivre en attendant que tout s'écroule autour de nous. Et pourtant non, nous sommes là, déterminés à ne pas désespérer de ce monde et de cette vie que nous aimons malgré tout, et nous allons prendre le temps de nous former sur la culture de vie, avec l'idée que l'humanité n'est pas seulement menacée par le réchauffement climatique, mais aussi puisque tout est lié par le refroidissement du respect et de l'amour de la vie. Nous allons donc travailler ensemble, regarder en face les souffrances que vivent nos concitoyens, reconnaître combien notre société a besoin d'être pensée, d'être soignée, accepter de prendre une part de ces souffrances sans nous isoler et réfléchir à la manière d'agir en faveur d'une culture de vie. Reconnaissez que c'est audacieux. Alors depuis 20 ans, Alliance Vita prend part à cette action en faveur d'une culture de vie. Nous en avons tiré une expertise sur les questions bioéthiques et nous partagerons cette expertise au cours de ce cycle de formation. Mais Vita n'est pas seulement un centre d'études et de décryptage des sujets complexes liés à la vie. C'est aussi une association qui agit, qui cherche à sensibiliser les décideurs, qui écoute les personnes confrontées aux difficultés de la vie, qui va à la rencontre du grand public. C'est pour cela que nous pouvons également rendre compte de notre expérience en matière d'engagement et de méthode pour agir avec fécondité et sans se décourager. C'est sous cet angle-là que nous avons décidé d'aborder cette année ce cycle de formation. Les sujets habituels d'Alliance Vita sur le début de la vie, la fin de vie, la famille ou encore la fragilité seront abordés au cours de la formation, mais cette fois-ci de manière transversale. Et de nombreux invités partageront également leurs témoignages et leur expertise pour que nous creusions ensemble cette question si mystérieuse de la vie. Au début de ce cycle de formation, j'aimerais également attirer votre attention sur l'état d'esprit avec lequel il convient d'aborder ces 4 soirées. Il ne s'agit pas simplement d'un cycle de conférences qu'il faudrait aborder en curieux, simplement pour voir un peu ce qui se joue dans le domaine de la bioéthique et puis pour parfaire un peu sa culture générale. Ces 4 soirées ensemble porteront beaucoup plus de fruits si nous acceptons de nous laisser toucher et même changer par ce qui va être dit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudra nécessairement vous engager chez Alliance Vita à partir du mois de février, même si bien sûr vous êtes évidemment tous les bienvenus, mais je vous engage à faire en sorte que ce que vous allez entendre vous conduise à prendre part, à votre manière, à l'action en faveur d'une culture de vie. Cela implique que vous acceptiez un peu d'introspection. Telle phrase que vous allez entendre, tel exemple, tel témoignage vous permettra de mettre en lumière des facettes de votre histoire et de trouver des sources de motivation pour agir pour la vie. Voilà notre objectif. Vous éclairer sur les enjeux immenses liés à la vie, dans chacune de nos existences et pour notre société, et susciter en vous le désir de prendre part au mouvement pour une culture de vie. Donc nous ne sommes pas seulement dans un cycle de formation, mais aussi d'une certaine manière dans un cycle d'entraînement, au sens où nous allons nous laisser entraîner pour agir pour la vie et penser la société. Alors cet entraînement va se dérouler en 4 étapes. Blanche Streb vous les a présentées tout à l'heure. Personnel, humanitaire, politique et culturel. C'est le parcours que nous allons suivre. Nous élargirons ainsi à chaque fois un petit peu notre perspective. Mais il s'agit aussi d'une forme de boucle, parce que nous n'oublions pas que l'action la plus générale doit toujours être au service de chaque personne, dans ce qu'elle a de plus unique et original. Et il est temps maintenant d'entrer de plein pied dans cette première soirée consacrée au ressort personnel de l'action. Donc pour cette soirée, Blanche nous l'a dit tout à l'heure, il s'agit de décrypter ce qui, en chacun de nous, fonde notre attachement à la vie,
notre motivation à la défendre. On peut également décrypter ce qui constitue un frein à la défense de cette cause. J'ai fait l'exercice pour moi-même et je vous en livre un petit témoignage pour montrer l'exemple. J'ai coutume de raconter que, avant de m'engager au sein d'Alliance Vita, tous les sujets de bioéthique suscitaient en moi une forme de malaise. Mes convictions étaient très fermes sur la valeur sacrée de la vie, elles le sont toujours, mais aborder la question par exemple de l'avortement, ou de la recherche sur l'embryon, ou de l'euthanasie, m'était en fait désagréable. Trop de violence, trop de déni du bon sens selon moi, trop de souffrances injustifiables. D'une certaine manière, je préférais me dire qu'il y avait les gentils d'un côté, dont j'étais évidemment, protégé de tous ces problèmes, et puis les méchants de l'autre, qui se débattaient avec les conséquences de toutes ces lois iniques qu'après tout ils avaient bien voulu. C'était un peu mon état d'esprit. Et une phrase de François Mauriac m'a aidé à comprendre plus profondément d'où venait ce malaise. Il écrivait, quelque temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale et après toutes les horreurs qui y avaient été perpétrées, je cite, « Nous ne voulons plus savoir ce dont nous sommes capables. Nous ne voulons plus savoir ce dont nous sommes capables. » En fait, je me retrouvais bien dans cette formule, et ce qui me travaillait dans cette phrase, c'est le « nous ». La manière dont je divisais le monde en deux n'était en réalité pas juste, car ce sont nos semblables qui sont responsables ou victimes de toutes ces souffrances. Et tous ces drames, nous pouvons nous-mêmes en être victimes ou en être responsables. C'est bien cela qui nous met, en tout cas qui moi me mettait mal à l'aise. Par ailleurs, si j'acceptais de regarder ma propre réalité en face, j'ai pu constater que les questions de fragilité, de choix de vie ou de mort, me concernaient en réalité très directement. J'ai ma propre histoire bioéthique, avec des épreuves, notamment liées à des questions de fécondité pour ma femme et moi, avec des deuils, et j'ai dû poser des choix, réfléchir très concrètement à ce qui était bon et à ce qui ne l'était pas, et également demander de l'aide. Pour traverser ces épreuves, des personnes m'ont averti, enseigné, assisté, visité, consolé. Elles ont accepté finalement aussi de prendre une part de ma souffrance. Et je crois que j'ai pu ressortir de là grandi, probablement plus vivant, plus humain. Lorsque j'ai réalisé, après ces épreuves, lorsque j'ai réalisé cela, j'ai vu que la posture de pur, avec les gentils et les méchants, dans laquelle je me mettais, était en réalité probablement une attitude d'enfant gâté. Et c'est de ce constat qu'est né en moi un véritable désir d'agir pour la vie. Alors cela implique d'aller au contact des souffrances des autres. Et pour moi, ce n'était pas très simple, notamment parce qu'il fallait accepter que j'étais moi-même souffrant et fragile. Et pour autant, j'ai pu constater aussi que c'est là que se révélait mon attachement à la vie dans toute son épaisseur. Alors voilà ce que je peux dire, moi, ce soir, de mon histoire bioéthique. Je vous engage donc à essayer de lire à votre tour votre propre histoire, notamment grâce aux interventions que vous allez entendre ce soir. Je vous souhaite à tous un très bon cycle de formation. Merci beaucoup François-Xavier Pérez. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé très souvent, quelqu'un qui vous dit avec bienveillance « tu devrais lire ça ». Moi ça m'est arrivé avec un livre qui s'appelle « La vie en bleu ». Une personne que j'aime beaucoup me l'a donné sans savoir l'impact que ça aurait pour moi. Et je l'ai lu et c'était pour moi un trésor. Alors ce n'est pas un livre que j'ai dévoré, c'est plutôt un livre que j'ai lu avec beaucoup de délicatesse et que je reposais volontairement pour laisser reposer en moi tout ce que j'y trouvais. Nous accueillons son auteur ce soir, c'est Martin Stephens. Il est philosophe, il est agrégé de philosophie, il est professeur à Metz. Il est donc conférencier et auteur de livres à succès, dont La vie en bleu, Petit traité de la joie. Et ce soir, Martin Stephens va nous partager ses réflexions philosophiques et ses expériences personnelles pour nous aider à trouver en nous les ressorts dont nous avons besoin lorsque l'épreuve se présente. Le thème de mon intervention, c'est deux mots, tous vivants, tous vivants.
vous avez remarqué que ça n'est pas une question, c'est une exclamation. Car si vous êtes là, à m'écouter, c'est que vous avez rempli une première condition, c'est que vous êtes en vie. Et je crois qu'il s'agirait d'ailleurs de commencer par écouter cette expression, être en vie. On n'est pas en face de notre vie, on n'est pas à côté de la vie, comme on peut l'être à côté de la plaque, par exemple. Non, la vie, on est en elle, en plein dedans. Ce qui veut dire, peut-être, qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre la vie, puisque nous sommes toujours déjà compris en elle, en elle. Même le cri, d'ailleurs, qu'on peut pousser contre la vie quand on dit « chienne de vie », même la plainte qu'on peut porter contre elle quand on dit « la vie ne m'a pas gâté », même tout cela n'est possible qu'en tant d'abord que cette vie, nous l'avons reçue. Ce cri et cette plainte, ce cri qu'on pousse et cette plainte qu'on porte ne sont possibles qu'en tant qu'ils et elles viennent déjà de la vie. Donc, ce cri qu'on peut porter parfois contre la vie, quand le bas nous blesse, ça n'est pas un argument contre la vie, comme si la vie était une thèse qu'on nous exposait. Non, je vous ai dit, on est en vie, à l'intérieur d'elle. Donc, ce cri qu'on pousse parfois contre la vie, on le pousse toujours à partir de la vie, à l'intérieur d'elle. Il faut même aller peut-être plus loin. Quand on crie, c'est en réalité la vie qui crie en nous, justement parce que notre vie veut être encore plus vivante. Ce cri qu'on porte parfois contre la vie, c'est toujours le cri de la vie contre tout ce qui en nous n'est pas assez vivant. Car en effet, notre vie, celle qui vous anime, celle qui fait battre votre cœur, celle qui fait se mouvoir vos cellules, la vie nous veut tous vivants. Et là encore, écoutons le mot « vivant », c'est un participe présent, vivant. Participe d'abord, il n'y a pas de vie qu'on subit. La vie, on y participe. On entre en elle, ou plutôt, on prend acte du fait qu'elle est là avant nous et elle nous porte avant même que nous puissions porter dans ce monde tel ou tel acte. Participe et participe présent. La vie, ce n'est pas demain, quand la vraie vie va enfin commencer. La vie, ce n'est pas hier. La vie, c'est un présent, peut-être d'ailleurs au sens de cadeau. La vie, c'est maintenant. Et pour vous introduire à ce mystère d'une vie qui nous comprend plus que nous ne pourrons jamais la comprendre, eh bien, je vais prendre 2 exemples que je vais tirer de mon enfance. 2 ressorts personnels de ma vocation à moi, celle de ma façon de penser le monde et de le penser avec un E et avec un A, c'est-à-dire de ce qui a fait de moi un philosophe, un professeur de philosophie. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la quête d'une parole qui donne la vie, d'une parole qui, par sa clarté, éclaire notre expérience du monde. Et à ces 2 ressorts que je propose, 2 ressorts personnels de mon action, à chaque fois, j'associerai un exercice pour tendre vos propres ressorts. On me demande parfois, premier ressort, premier exemple que je tire de mon enfance, qui était mon maître en philosophie ? Mon maître en philosophie, ça n'a pas été un maître, mais une maîtresse. Elle s'appelait Elisa, et ce n'était pas même une philosophe. C'est une petite fille, une petite sœur trisomique et autiste, qui a vécu au sein de ma famille pendant 3 ans à temps plein, et qui donc a partagé le quotidien de ma famille. Elle a été véritablement, j'avais entre 7 et 10 ans, elle a été véritablement celle qui a fait de moi, je crois, un philosophe. Ça peut paraître bizarre, le philosophe c'est celui qui aime la sagesse, c'est celui qui est attaché au logos. Or, vous avez 2 façons, je crois, d'entendre la vocation du logos. Soit le logos est pour vous le discours raisonné, c'est-à-dire ce qui tente de ramener le monde à la raison, ce qui tente de rendre raison du réel comme l'on contraint l'inconnu à se rendre. Première façon d'imaginer le logos comme ce qui ramène à la raison. Ou alors, on entend le logos en son sens plus originel et plus premier de lien. Le logos en grec, c'est le lien, c'est aussi le verbe. C'est la raison qui ne capture pas la vie, mais qui la laisse
résonner en elle. Ce que Ratzinger appelait en son temps la raison élargie, celle qui ouvre les bras. Eh bien, ce long temps passé avec Elisa, cette petite sœur trisomique et autiste, ce temps passé en deçà des mots, elle n'a jamais parlé, a été pour moi un temps qui m'a mené au-delà des mots, un temps qui m'a appris que le logos voulait se faufiler beaucoup plus loin qu'on ne croyait d'abord, et que ce n'était pas parce qu'on ne comprenait pas une chose qu'elle n'existait pas. Première expérience de philosophie. Première expérience qui consiste à dire que la vie est plus grande en effet que ce qu'on en peut comprendre. Dans La vie en bleu, dont vous parlez Blanche Streb, La vie en bleu commence par aussi une histoire dont on pourrait dire que l'acteur principal, c'est une petite fille. Ou plutôt, le centre est une petite fille. Imaginez, je joue un concert de piano devant vous et une petite fille se détache du public et vient pour faire comme le monsieur, comme moi, pianoter elle aussi sur les touches du piano. Je n'ai face à cette situation que trois possibilités. Ou bien je dis non, et d'un coup de coude, je renvoie la petite fille à ses parents, laquelle s'écroulera de la scène, etc. Ça la fout mal. Deuxième solution, je laisse la petite fille taper sur le piano, je m'arrête, c'est mignon, etc. Ça n'est peut-être pas non plus la bonne solution. Peut-être que la meilleure solution, la possibilité qui rend au maximum la vie qui est en moi, c'est d'ouvrir mon bras, de le passer, ce bras-là, derrière la petite fille, et d'improviser à partir des dissonances qu'elle introduit dans ma partition, autant de consonances qui seront d'autant plus fortes qu'elles prendront en elles la dissonance. Autant d'accords d'autant plus volumineux qu'ils accueilleront en eux la dissonance. Eh bien, le premier exercice que je vous propose est celui-ci. Se demander, en ce moment, dans ma vie, quelle est la petite fille qui me contraint à ne plus comprendre ma vie pour l'embrasser davantage, à lâcher le plan de ma partition pour ouvrir un bras, pour en ouvrir deux peut-être, pour laisser ma raison qui veut tout ramener à la raison être assez crucifiée pour avoir des bras parfaitement ouverts. Deuxième expérience, deuxième ressort, deuxième exercice aussi pour vous. L'expérience aussi que j'ai vécue, je devais avoir 7 ou 8 ans, je crois que j'étais en CE1, CE2. L'expérience de l'arrivée dans ma classe d'un garçon qui s'appelait Walter et qui avait pour lui d'arriver, contre lui on va dire, d'arriver en cours d'année de l'autre bout de la France et d'être en plus obèse. Et donc il est vite devenu ce qu'on appellera avec René Girard le bouc émissaire de la classe, celui autour duquel la classe faisait unité en s'en servant comme l'objet de toutes ces railleries et de toutes ces moqueries. Moi, j'étais contre cela, donc j'étais plutôt aimable avec lui, mais je n'arrivais pas à m'opposer au groupe. Et ça me désespérait de mon pouvoir d'introduire le bien. Je m'en suis ouvert à ma maman et je me souviens très bien ce qu'elle m'a dit. Après m'avoir écouté, après avoir séché mes larmes, elle m'a dit « Écoute Martin, tu en souffres et c'est déjà ça, c'est déjà pas mal ». Quand, peut-être 20 ou 30 ans plus tard, je suis tombé sur une phrase de Simone Weil qui disait ceci. « Alors que le désir de l'or n'a rien à voir avec l'or, le désir du bien, lui, est déjà du bien. » Quand je suis tombé sur cette phrase qui nous dit qu'on peut bien désirer une chose, mais la désirer ne nous l'apporte pas, sauf quand il s'agit du bien, j'ai comme entendu, reconnu l'expérience que j'avais vécue petit, j'ai comme authentifié cette phrase de ma maman. Le mal qui te blesse, tu en souffres et c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que en souffrir, c'est toujours témoigner du fait que nous sommes des vivants. En souffrir du mal qui fait mal, c'est la première victoire de l'amour sur l'indifférence. Et ça, c'est important. Loin que le mal qui nous fait mal fasse objection à la vie, au contraire, ce mal, parce qu'il nous fait mal, prouve que nous sommes en vie. Si on éprouve le mal comme mal, on authentifie par là qu'on n'est pas fait pour la logique mortifère du mal. Autrement dit, notre non à l'injustice, notre non à ce qui nous révolte, est en réalité un grand oui à la vie. C'est pourquoi il ne faut pas faire du bas qui nous blesse une objection à la vie,
parce que la vie est au contraire par là révélée comme étant celle d'un homme qui a un cœur de chair et non pas un cœur de pierre, un cœur qui est capable de ressentir la morsure de l'injustice. Et du coup, il faut, je crois, veiller toujours à reconduire notre expérience du mal à ce qui en est la source la plus profonde. Nous n'aurions pas mal si nous n'étions pas tous des vivants. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est se dire oui, le mal fait mal, mais il révèle en nous notre puissance de vie. Il faut, je crois, et ça va bien sûr constituer le deuxième exercice que je vais vous proposer, il faut, je crois, en effet, ne jamais oublier de reconduire ce que l'on croit être du négatif à ce que ce négatif suppose d'être, de vie et de bien pour pouvoir se manifester à nous. Certes, il y a la maladie, mais la maladie n'arrive qu'à quelqu'un qui est d'abord en vie. Certes, il y a la perte du deuil, mais la perte du deuil ne fait si mal qu'en tant que nous avons d'abord aimé cette personne. Et peut-être que le deuil fait mal à la proportion de l'amour que nous avons éprouvé. Certes, il y a l'expérience en couple de la dispute, mais on ne se dispute que parce que d'abord, nous sommes liés dans un couple. Certes, il y a l'expérience du mal et de l'injustice, mais comme disait Platon, l'injustice ne serait pas pour nous un scandale s'il n'y avait pas étincelant dans notre cœur, pur de toute expérience du monde, l'idée même de la justice. Et donc, le deuxième exercice que je proposerai volontiers à votre réflexion est celui-ci. Actuellement, quelle est mon épreuve et en quoi puis-je reconduire cette épreuve qui est la mienne, eh bien, à la vie qu'elle suppose pour se manifester. Si finalement l'ami ne me manque, et je ressens le manque, qu'entend d'abord qu'il est mon ami, tant et si bien que même le manque de l'être aimé est encore une belle chose, même si quand le manque fait mal, on ne le ressent pas. Si tout cela est vrai, ça veut dire que dans l'expérience qui est la mienne, il y a une vie qui crie, et que derrière le cri, il faut de temps en temps que je me recueille, c'est-à-dire que je me cueille à nouveau pour ne pas faire que pousser et pour entendre la vie qui par là me parle encore de moi et de moi en tant qu'étant un être qui vit en vie, qui vit dans la vie. Je vais vous prendre pour finir une expérience qui est la mienne, bien sûr depuis le 13 novembre et un peu avant d'abord, ça dépend du tempérament qu'on a, bien sûr on a de quoi avoir peur. D'accord ? Et le 13 novembre, eh bien, effectivement, quand on est père de famille, quand on a une famille, quand on a des amis, quand on a une vie, eh bien, on a peur. Et il se pourrait même que la peur soit tellement forte qu'elle nous fasse oublier qu'elle aussi vient de la vie. Et donc, l'exercice que j'ai fait pour calmer ma peur est le suivant. Je me suis dit, mais au fond, si j'ai peur de perdre mes enfants, c'est d'abord sur un horizon d'amour que cette peur se ressent, car je n'aurais pas peur de les perdre si je ne les aimais pas d'abord. Et si j'ai peur pour ma vie, c'est bien d'abord parce que je suis en vie et que je l'aime, cette vie. Et si j'ai peur pour mon pays, n'est-ce pas d'abord parce que j'aime mon pays? Donc, deuxième exercice, essayez de reconduire ce bas qui nous blesse à la vie sans lequel le bas ne pourrait même pas nous blesser, si vous voulez. Voilà deux expériences que je vous partage comme ressort, deux exercices pour tendre les vôtres et pour vous remercier de votre attention. Merci beaucoup Martin. Voilà, nous venons de parler d'épreuves, de peurs, d'expériences plus ou moins difficiles. Nous allons parler maintenant sans doute de l'expérience la plus difficile, celle du deuil. Nous allons pour cela accueillir Anne Davigo, qui est infirmière puéricultrice, qui est consultante aujourd'hui en développement de la personne dans tous ses aspects physiques, psychiques et psychologiques. Elle consulte à La Roche-sur-Yon. Elle est également formatrice dans toute la France. Et Anne Davigo-Lebrun, ce soir, va nous parler du deuil,
de ce que nos deuils peuvent nous apprendre de nos vies et des forces de vie qui peuvent jaillir de nos deuils. Anne Davigo-Lebrun. Bonsoir. Martin Stéphane a parfaitement bien introduit la question du deuil. Alors la question du deuil, c'est une question pas du tout glamour en fait. Vous trouverez ça dans aucune revue parce que franchement, c'est contre-productif un petit peu aux yeux de notre société, surtout dans nos sociétés occidentales. Alors en fait, ce soir, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, nous avons tous des deuils à traverser. Et que dans les deuils que nous avons à traverser, nous avons tous la possibilité de puiser des forces de vie. Quand est-ce que nous sommes en deuil? Nous sommes en deuil, évidemment, quand nous avons perdu une personne chère, lors d'un décès. Nous sommes en deuil aussi également pour toute personne que nous avons perdue de façon imposée ou libre ou choisie, qui n'est plus, par exemple, un ami qu'on a quitté, quelqu'un que l'on ne voit plus. On peut être en deuil parce qu'on a quitté son métier, parce qu'on a quitté une maison, parce qu'on a quitté son pays. On peut être en deuil pour plein de façons, on peut être en deuil de choses très simples. Ce qui est important, c'est que la personne, au moment où elle a perdu, elle se sente en deuil. Elle sent qu'elle a perdu. Et ce processus de deuil, en fait, il est naturel. Tout homme est capable de vivre un processus de deuil. Il a reçu en lui-même tout ce qu'il faut pour le vivre. Tout autant que nous sommes, quel que soit le deuil que nous avons à vivre, j'ai vu des gens qui avaient le deuil à vivre de leur chien, ça se respecte. Eh bien, il y a des gens qui ont des deuils à faire qui semblent plus importants, mais l'importance, c'est celle que la personne vit en elle-même. Et nous avons tous la possibilité, parce que c'est inscrit à l'intérieur de nous-mêmes et que c'est quelque chose de naturel, le processus de deuil nous permet de survivre, de vivre et de guérir. Le deuil est souvent nié, mais il nous permet, quand nous voulons bien le vivre et le suivre dans tout ce qu'il nous comporte, dans toutes les étapes, nous permet de guérir. Je ne vais pas rentrer dans les différentes étapes de deuil, mais vous avez entendu, il y a le choc, le déni, les émotions, le sens que l'on peut donner. Moi, j'ajoute le pardon et l'héritage. Voilà. Et tout ça, nous pouvons accepter de le traverser. Or, on ne traverse pas le deuil tout seul. À la fois, on est toujours seul dans un deuil et on est toujours ensemble. On est toujours dans une société, dans un groupe, dans une communauté. Il est impossible de vivre un deuil tout seul. De nos jours, on vit de plus en plus nos deuils tout seul. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas possible. Pour vivre un deuil, on va le vivre, et je veux dire le vivre jusqu'à sa finalité. On va le vivre parce que les autres sont avec nous. Donc, à la fois, nous avons une responsabilité personnelle face au deuil, qui est de s'y engager, de vouloir vivre le processus, d'accueillir cette souffrance. Et à la fois, nous avons une responsabilité communautaire, de nous accompagner les uns les autres dans nos deuils. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le deuil qui va nous ramener à la vie? La première chose, et Martin l'a très bien dit par rapport à la vie, c'est-à-dire que nous avons perdu une personne chère, un lieu cher, une situation chère, et ça nous fait mal. Et pourquoi ça nous fait mal? Parce que nous avons aimé. Nous ne sommes jamais en deuil si nous n'avons pas aimé. Ou si vous voulez, nous sommes en deuil parce que nous avons aimé. Nous sommes en deuil parce que nous avons aimé. Alors à chaque fois que je vis un deuil, une perte, je sais que c'est parce que j'ai aimé. Et c'est ça que j'ai besoin de regarder. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai perdu ? Il était où l'ampleur, la grandeur de l'amour que j'avais pour cette personne ou pour cette situation. Et le fait même de se dire « j'ai perdu ce que j'aimais, la personne que j'aimais » me ramène à l'essentiel de la vie qui est d'aimer. Et me ramène à mon besoin vital, existentiel d'aimer et à ma capacité d'aimer. Quelqu'un qui n'a jamais aimé ne sera jamais en deuil. Je suis en deuil parce que je suis capable d'aimer. Et si j'ai mal, c'est parce que je suis capable d'aimer et que j'ai toujours envie d'aimer. Ensuite, le deuil va me permettre, si je vais un petit peu plus loin, de me rendre compte de tout ce que m'a apporté la relation avec cette personne, avec cette vie qui n'est plus. Et je vais pouvoir récolter les richesses qui m'ont été données. Et je peux avoir une attitude de gratitude face à la vie.
Voilà ce qu'un deuil peut nous amener. C'est une attitude de gratitude, de remerciement de la vie qui m'a donné tant de richesses. Une personne qui est décédée, une personne que j'aimais beaucoup, c'était un cadeau de la vie, ce n'était pas un dû. La personne qui était dans ma vie, que ce soit ma femme, mes enfants, mes amis, ce ne sont pas des dus, ce sont des cadeaux qui m'ont été donnés. Alors je peux remercier parce qu'ils ont été là dans ma vie. Peut-être ils ont été là de façon très courte, mais ils ont été là. Et alors merci. Et là je comprends que combien la vie me fait des cadeaux extraordinaires, extraordinaires. Je peux de cette façon-là me réinscrire dans la vie en me tournant sous forme de remerciement, en remerciant la vie, de me donner autant de joie de vivre, autant de cadeaux aussi variés. Et puis, si j'avance encore, je vais me rendre compte que dans mon deuil, je vais vivre une expérience qui n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi très physique. Quelqu'un qui vit vraiment un deuil très important, il va vraiment vivre tout ça dans son corps. Son corps va être bouleversé, il faut même parfois souvent aller chez le médecin pour pouvoir tenir le coup. Donc ça va passer par le corps, et c'est pas du tout anodin ça. Le deuil, ça passe par le corps, ça passe par la psychologie qui est complètement bouleversée, et ça passe par l'esprit. Et dans ce deuil, en fait, je suis pris corps, esprit et âme, tout entier, toute ma vie entière est prise. Et cette expérience, elle est profonde. Et moi, je pense que c'est fait exprès que le deuil, il nous fait traverser aussi par le corps des sensations qui sont très douloureuses parfois. Parce que cette sensation-là, physique, il y a aussi par exemple la perte de sommeil, ça me permet de me raccrocher à ma vie corporelle. Ça me permet de me raccrocher à ma vie corporelle. Et donc, c'est là qu'il y a une expérience de survie. Je vais être obligée de dormir, je vais être obligée de manger, je vais être obligée de parler. Combien de personnes ont vécu cette expérience de devoir parler à des enfants? Moi, je l'ai faite, de parler à mes enfants, alors que je sortais de la sépulture de mon petit cousin, de ma tante et de mon oncle qui étaient décédés ensemble. Et il fallait parler à mon enfant de 4 ans qui me posait des questions. Et bien là, on est obligé d'être vivant. Et puis on est obligé de faire la cuisine, et puis on est obligé de continuer à vivre. Donc là, je m'accroche physiquement à la vie. Et puis je vais me raccrocher psychologiquement à la vie, parce qu'il va falloir trouver des ressorts pour pouvoir trouver des réponses, continuer à vivre. Et donc, à travers cette expérience-là qui est très forte, je vais me redonner la capacité de vivre au quotidien. Et c'est de là que va renaître mon désir de vivre, qui est ancré au plus profond de moi. Ensuite, je vais pouvoir continuer à grandir. Et je dis bien grandir. Quelqu'un qui accepte de cheminer dans son deuil va grandir. Il va grandir parce que tout d'un coup, petit à petit, ou tout d'un coup d'ailleurs, il va y avoir du sens qui va être donné. Le sens de cette perte va arriver. Alors le sens, il est très différent pour chacun, et c'est celui qui a vécu le deuil qui peut le trouver. Personne ne peut trouver le sens à la place de l'autre. Voilà. Je peux trouver du sens, et ça, vous le savez, vous le voyez tous les jours. Quelqu'un qui va dans une association, qui crée une association, souvent c'est parce que derrière, il a vécu une perte ou un deuil, et il a envie de redonner aux autres quelque chose qu'il a découvert qui était précieux. Voilà quelque chose que je vais trouver dans le sens, qu'est-ce qui était précieux pour moi? Quel est le sens de la vie pour moi? Qu'est-ce qui est précieux pour moi aujourd'hui? Moi, je peux vous dire, si je suis là aujourd'hui ce soir, c'est parce que j'ai fait l'expérience de deuil, de plusieurs types de deuil, et que j'en ai parlé, c'est aussi mon travail, mais ce coup-ci, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin de redonner, et ça prend du sens pour moi. Et ça c'est du sens qui s'impose petit à petit, parfois au fur et à mesure de nos deuils, petits et grands. Voilà, et ce coup-ci, je vais devenir une personne différente. Une personne qui a traversé un deuil, qui a pris le temps de le vivre, aussi pénible soit-il, va être différent. Elle va avoir grandi. Il va y avoir un avant et un après. Un avant et un après. Et c'est cet après-là que la personne, au moment où elle en est consciente, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps, va pouvoir avoir envie de le donner aux autres. Et vous voyez, là, on retrouve la dimension communautaire. Je vis mon deuil absolument de façon personnelle. Je le vis
plus facilement parce que les autres sont avec moi. Et si je le vis entièrement jusqu'à donner du sens, je vais avoir à cœur de le redonner aux autres. Et là, je me remets encore une fois dans la vie et je me remets dans la dimension communautaire de la vie. Parce que très souvent dans le deuil, je perds un peu cette dimension communautaire. J'ai besoin que la communauté me porte, mais moi, j'arrive plus à m'ouvrir. Donc, en traversant un deuil jusqu'au bout, je vais pouvoir donner du sens et partager ce sens et me redonner ma place, une autre place d'ailleurs, dans la communauté, une place encore plus belle qu'avant. Alors vous allez me dire, mais que faire ? Que faire ? Alors, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop comment. Alors je pourrais vous en parler pendant 1 heure, comment faire. Mais j'ai juste envie de vous dire 2 choses importantes. À un moment où je suis en deuil, et si c'est votre cas aujourd'hui, j'ai envie de vous dire courage, courage, courage. Vous pouvez avancer, c'est quelque chose de naturel, vous êtes capable de le faire, allez-y. Et sachez que vous allez avancer et que les autres sont avec vous, vous pouvez leur demander de l'aide. Et puis les autres, comment on fait quand quelqu'un est en deuil ? On ne sait pas faire. On ne sait pas faire, on ne sait pas quoi dire, alors on ne dit rien. Voilà, la vérité c'est qu'on ne dit rien. Parce que ça, d'abord, ça évite de dire des bêtises, parce qu'il y en a trop de bêtises qui sont dites quand les gens sont en deuil. Alors, apprenons à être avec les personnes qui sont en deuil sans juger de leur niveau de souffrance. C'est pas parce que la petite grand-mère d'à côté de chez moi a perdu son chien que je vais trouver que c'est ridicule qu'elle pleure et qu'elle soit en deuil. Non, c'est important pour elle. Alors je suis là et je l'écoute. Alors je vais écouter. Ce qui est important, c'est d'écouter et d'être présent physiquement. Je me souviens d'une amie qui était venue à la maison et qui m'avait apporté un repas. Et bien heureusement qu'elle m'avait apporté un repas, parce que je pense que ni moi ni personne n'aurions mangé à la maison. Elle y a pensé, elle est venue, elle n'a rien dit. Elle dit, je t'ai apporté à manger. D'accord ? Alors, restons présents. Et si on ne peut rien dire, on ne peut rien dire. Et s'il y en a qui en ont parmi vous dans le cœur d'apprendre à accompagner, comme on fait à Alliance Vita, à accompagner les personnes qui sont en deuil, je vous encourage à le faire, si vous l'avez dans le cœur. Parce que les gens en ont profondément besoin. Pourquoi ? Parce que nous allons tous passer par là. Vous êtes tous déjà passés par là. Quand on était enfant, on a perdu notre cochon d'Inde ou notre poisson rouge. Je ne vais pas dire, mais c'était ça déjà. C'est bien fait la vie. Donc après, on va perdre d'autres choses, d'autres personnes. Et on a vraiment besoin d'apprendre à le faire. On n'est pas dans notre société habituée à le faire. Je vous invite à avancer sur ce chemin-là, à lire des ouvrages, à vous former et au moins à écouter sans juger aussi longtemps qu'il faudra écouter la personne. Il n'y a pas de délai pour un deuil. Il y a des personnes qui vont faire leur deuil en quelques mois, d'autres en plusieurs années, d'autres en 10 ans. Eh bien, soyons présents. Et en particulier, les personnes qui n'ont pas été accompagnées dans leur deuil vont cumuler des deuils non faits. Et donc là, ça va effectivement demander plus de temps. Il n'y a aucun jugement à avoir, juste à être là et à écouter. Et je crois qu'au final, en acceptant, moi, de faire mon chemin de deuil, en acceptant d'accompagner, d'être présent dans le chemin de deuil de l'autre, finalement, nous participons ensemble à protéger la vie qui nous habite. Vous voyez, la vie, la mienne, la vie de l'humanité. Nous contribuons ensemble à protéger la vie, à nous redonner vie. Si j'accompagne l'autre dans son deuil, c'est mes propres deuils que j'accompagne. Et ainsi de suite, nous allons grandir ensemble. Et je pense vraiment que quand on accompagne quelqu'un dans son deuil et quand moi-même j'accepte ce chemin, aussi aride soit-il, eh bien, nous participons, je crois profondément, à l'accomplissement de notre société, je dirais même à l'accomplissement de l'humanité. J'en suis profondément convaincue. Je crois que, finalement, nous allons, en traversant nos deuils, comme nous avons pu le recevoir, puisque la vie nous a donné la capacité de le faire, nous allons donner à la vie toute la puissance dont elle a besoin. Et je peux vous dire que de la mort peut jaillir la vie. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne Davigo-Lebrun pour votre intervention. Voilà, nous avons la chance dans nos services d'écoute SOS Fin de Vie d'avoir de nombreux écoutants qui peuvent
bénéficiez aussi régulièrement de votre formation. Nous vous l'avons sans doute dit, chacun dans vos villes, vous pouvez poser des questions pour des petits papiers qui sont ramassés, qui nous sont envoyés. Ces questions nous sont envoyées par SMS sur des numéros ici. Et nous traiterons, bien sûr, pas toutes les questions, mais certaines questions pendant notre table ronde à la fin de cette soirée. Maintenant, je vous propose un petit temps un peu particulier. Nous venons d'avoir 3 interventions d'une grande densité, d'une grande intensité. Je vous propose qu'on fasse une petite pause de 3 minutes pour nous permettre de laisser descendre en nous tout ce qu'on a pu entendre. Je vous propose alors de faire silence ici et de manière reliée tous ensemble dans nos villes pour pouvoir laisser remonter ce qui pour vous a été peut-être la phrase, l'idée, le concept, le témoignage ou l'anecdote qui vous a le plus marqué ou touché, ou peut-être votre propre idée qui a émergé en écoutant nos invités. Et vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, le temps de la noter. Nous avons une petite place dédiée à cela à la page 18 de votre carnet. C'est ce qu'on appelle le temps de questions personnelles. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous allons rentrer maintenant dans ce temps que nous avons appelé le temps du fondateur. C'est un temps que nous aurons à chacune des 4 soirées. Nous allons accueillir une personne qui s'est engagée au service d'une œuvre ou d'une association. Nous le savons, des bâtisseurs, des grands bâtisseurs n'ont pas attendu que tout le monde s'écroule pour lancer des projets, des associations, des œuvres. Et nous accueillons ce soir Laurent de Chérizet, qui est le fondateur de l'association Simon de Sirène, qui va venir nous partager son témoignage, son expérience. Voilà, sa propre histoire bioéthique, on peut dire son histoire personnelle, l'a lancée sur un chemin. Il va nous expliquer cela. Laurent de Chérizet.
Laurent Chérizet, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Voilà, vous êtes le fondateur des communautés Simon de Sirène. Expliquez-nous quelles sont ces communautés, en quoi ça consiste, s'il vous plaît. Alors, Simon de Sirène, c'est le monde du handicap. Le monde du handicap, c'est pas un monde très drôle. C'est un monde dans lequel on s'engage souvent pour fonder quand on y est confronté. On y est confronté parce qu'on reçoit un jour un coup de fil. Jusqu'à ce coup de fil, tout va bien. Et puis, les certitudes s'écroulent. Les certitudes s'écroulent parce qu'on peut avoir une part de soi avec éventuellement le sentiment qu'on est du bon côté de la barrière, que peut-être on fait ce qu'il faut pour que la vie aille bien. Et puis, tout d'un coup, on est comme totalement émondé. Hein. Je me rappelle d'un livre qui m'a profondément marqué, qui nous témoigne comme ça de cette illusion de Dieu pour les croyants, où on croit un peu, comme peut-être les apôtres l'ont fait, à ce Dieu qui va restaurer la royauté sur terre, qui va faire qu'on va être des lieutenants d'une armée vainqueur. Voilà. Et le monde du handicap nous fait basculer dans une autre réalité profonde, et elle fait écho à un grand paradoxe de notre société moderne. Hein. Les philosophes parlent de postmodernité, hein, depuis 300 ans, où on se pose la question de plus en plus douloureusement de qui est l'être humain, en ayant perdu ce socle commun de valeurs, hein, cette transcendance qui nous unifiait. Et aujourd'hui, la question de qui est l'être humain, elle se pose de manière particulièrement radicale lorsque vous êtes comme ça confronté à ce handicap, parce que vous-même ou un de vos proches, au gré d'un accident de la vie, ce qui est le cas des personnes qui sont à Simon de Sirène. Hein. Aujourd'hui, Simon de Sirène, c'est à peu près 1000 personnes dans une dizaine de villes en France, et c'est pour beaucoup d'entre elles cette même situation de « j'étais monsieur et madame tout le monde, j'avais 20 ans, j'avais 40 ans, j'étais un jeune plein d'avenir, ou j'étais un adulte parent avec des enfants, avec un métier ». Et puis, au gré d'un traumatisme crânien, au gré d'un accident vasculaire cérébral, eh bien, je me réveille 8 mois plus tard avec des lésions dans le cerveau. Alors, les lésions dans le cerveau, c'est compliqué parce que c'est le disque dur de l'ordinateur. Et on a une sorte de triple peine. On a des handicaps physiques. Hein, à Simon de Sirène, il y en a, c'est visible, ils sont en fauteuil. Il y en a d'autres, ils se font arrêter 2 fois, 3 fois par jour parce qu'on croit qu'ils sont en état d'ébriété. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Et puis après ça, il y a du handicap psychique lié aux lésions, et du handicap psychique lié à j'étais monsieur, madame, tout le monde, j'avais une identité, j'avais un chemin, j'avais un sens à ma vie, et je ne suis plus. Voyez-vous ? Et ce handicap est d'une violence inouïe, et il y a de quoi. Et puis il y a du handicap cognitif. Je veux dire soleil, je vais dire pluie. Je me rappelle de qui j'étais avant l'accident, je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait il y a 10 minutes. Voilà. Et ça vient poser une question dramatique à notre société. Ça vient poser la question à notre société de pourquoi est-ce qu'on garde en vie ces gens-là ? Voyez-vous ? Et cette question dramatique, je nous invite à ne pas y répondre trop vite, quelles que soient nos convictions. Parce que c'est une question qui est douloureuse et complexe. Et c'est une question que la personne qui se réveille au bout de 8 mois va se poser de manière lancinante. On entendait tout à l'heure que le deuil, c'est des années. En moyenne, moi, je vois dans les groupes de parole à Simon de Sirène que c'est 8 ans, 10 ans, 12 ans pour accepter que non, la page s'est tournée, nous ne serons plus la personne que nous étions avant. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, cette espèce de point d'interrogation, voire éventuellement de contresens de notre société postmoderne, est éclairée avec une lumière extrêmement crue, parce que cette société fait un effort fantastique qu'il faut saluer, qu'il faut valoriser. Simon de Sirène n'aurait pas existé dans les années 70. Ça existe parce que ça répond à un nouveau problème. Et ce nouveau problème, c'est parce que la société a eu l'intelligence, l'énergie, la volonté politique, les capacités financières d'implanter des SAMU partout en France. Voyez-vous ? Ça, c'est important de s'arrêter là-dessus. Voyez-vous ? C'est important d'avoir ce regard d'espérance. Notre société est capable de cela. Et avec ça, notre société garde en vie, chaque année, en France, et c'est vrai dans les autres pays, à la même échelle, 40 000 personnes. 40 000 personnes qui, avant les SAMU, décédaient. 40 000 personnes qui vont se réveiller avec cette triple peine,
40 000 personnes qui vont devenir des poids économiques pour la société, qui ne pourront plus répondre aux exigences de « je suis par mon travail, parce que je fais, parce que je gagne, par ce que je sais, parce que je parais, parce que je peux communiquer ». Vous voyez, tout cela s'effondre. Et là, la question dramatique, ce phare extrêmement cru, c'est ce pourquoi qu'il faut qu'on entende en 2 mots, voyez-vous. Pourquoi, pour quel sens, pour quel projet, pour quelle motivation, peut-être pour quelle utilité. Est-ce qu'on garde en vie ces gens-là? Est-ce qu'on nous garde en vie? Et cette question, à Simon de Cyrène, elle nous taraude. Attention à ne pas y répondre trop vite. On peut créer beaucoup de souffrance dans notre société postmoderne. On a tellement envie d'avoir des réponses. On a tellement envie de régler la souffrance de l'autre. Merci Laurent. Alors Simon de Cyrène, ce sont des lieux de vie partagés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est venu ce projet? Comment c'est né, vous personnellement? Qu'est-ce qui vous a mis sur ce Alors chemin? Simon de Cyrène, je vous l'ai dit, est né d'histoire familiale. La mienne ma famille en fait partie, qui a reçu ce coup de fil, et puis qui, pendant longtemps, va ne pas savoir si la personne décède ou reste en vie. Ça, c'est le temps du coma, 6 mois, 8 mois, 1 an, plusieurs années. Hein, on a tous en tête des histoires dramatiques. Et puis un jour se réveille, et là, pendant encore de nombreuses années, du temps d'hospitalisation, hein, de réadaptation, et puis un jour, la personne, avec des handicaps très sévères, est stabilisée. Et cette personne-là, elle le dit dans tous les groupes de parole, elle a envie de quitter l'institution médico-sociale. Elle veut rentrer à domicile. Et quand elle veut rentrer à domicile, pour celles qui ont pu le faire, et là aussi je salue l'extraordinaire performance de notre société, qui développe des droits à la personne, attachés à la personne, particulièrement depuis la loi de 2005, hein, voulue par le papa d'une personne handicapée, Jacques Chirac. Ça a été porté avec une énergie politique colossale. Hein. Eh bien, à ce moment-là, la personne vit un 2e drame. La personne qui retourne à domicile, je me rappelle de Manu, que j'ai été voir chez elle, elle habitait à Herblay, qui me disait, avec son aphasie, elle avait eu un accident 2 ans après son mariage, grand ici, beau, mais moi seule, et elle a fondu en larmes. Voyez-vous? Et dans les groupes de parole, ça revient sans cesse. Pourquoi est-ce qu'on me garde en vie? Ma plus grande souffrance, c'est pas mon handicap. Plus grand que mon handicap, ma souffrance, c'est la solitude. Et c'est là qu'on est absolument tous interpellés, voyez-vous? Parce qu'il y a un premier acte essentiel, c'est signer la pétition. Mais signer la pétition, pourquoi? Vous savez, Thomas More disait « La parole que je prononce, c'est mon être que j'engage ». Comment est-ce que la parole que je prononce sur une pétition Internet engage mon être avec les personnes autour de moi qui basculent dans cette situation-là? Alors, à Simon de Cyrène, on a entendu « Je veux quitter l'institution médico-sociale » et en même temps, quand je rentre chez moi, je me désocialise. Et inspiré, comme beaucoup, par ce prophète qu'est Jean Vanier, on a eu envie de créer notre petite communauté de l'Arche. Voilà, et l'Arche nous a dit on va vous aider, et en même temps, l'histoire de Jacques, l'histoire de Manu, c'est pas la même histoire. Chez nous, Jacqueline a 3 enfants. Quand les volontaires débarquent chez nous pour 1 an et qu'ils découvrent que Jacqueline est maman et grand-mère et qu'elle habite à Simon de Cyrène, il y a quelque chose de sidérant, d'absolument sidérant. Alors, le cheminement, ça a été, voilà, comment est-ce que on peut ensemble répondre, et c'est venu d'une expérience prophétique, et cette expérience prophétique, je vous la partage parce qu'elle est une expérience collective, on l'a tous vécu cette expérience, mais c'est l'expérience des leviers. Martin parlait tout à l'heure de ce drame de la peur. Moi, je suis à Simon de Cyrène quotidiennement convoqué dans ce drame de la peur. La personne fragile me fait peur. Hein, je suis frappé, on a des visites toutes les semaines à Simon de Cyrène, le nombre de personnes qui n'ont jamais parlé à une personne handicapée. Parce que c'est compliqué, ça fait peur. On ne sait pas si la personne dans son fauteuil va répondre, on préfère parler à l'assistant. Pas de jugement, c'est juste une réalité, quand on n'a pas appris, ça s'apprend, c'est très compliqué. Et le cheminement a été de dire, mais finalement, comment est-ce que je peux dépasser cette peur, et comment est-ce que, pour la personne handicapée, on peut accompagner ce désir de retourner à domicile sans être seul?
Et de groupe de parole en groupe de parole, d'expérience en expérience, il y a eu un petit groupe fondateur qui s'est fait autour de ma sœur et de ma mère, qui a été en fait un groupe qui a découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsqu'on dépasse sa peur, il y a un jaillissement fabuleux, c'est le jaillissement de la joie. Vous voyez, il y a un couple, comme le couple menace-opportunité, il y a une tension créatrice entre la peur et la joie qui est fascinante. Et ça, c'est une expérience qu'on vit dans tous nos groupes. On refuse qu'une communauté Simon de Sirène se crée par du bâtiment, par de l'argent, par des agréments. Avec ça, on se rassure, on se sécurise. On a retravaillé notre histoire et on a voulu que les communautés se créent sans argent, se créent sans agrément, se créent sans certitude. La seule certitude, c'est l'audace de la rencontre. Et lorsque, on appelle ça les compagnons Simon de Sirène, 6-8 personnes, moitié handicapées, moitié valides, on ne sait pas toujours qui est qui d'ailleurs, se retrouvent chez l'un, chez l'autre, pour simplement prendre le temps de préparer un repas, j'entends toujours la même chose. Je l'ai entendu dans notre groupe de Lille, qui est le dernier né, je l'ai entendu à Montréal, au Canada, où il y a un groupe Simon de Sirène, je l'ai entendu à Marseille, je l'ai entendu à Lyon, les gens disant, mais ça nous a pris 1 an et demi pour organiser ce premier repas, parce que ça nous faisait peur. Et que c'est tellement plus confortable de rester au bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Vous savez, comme dit un de mes collaborateurs qui a longtemps dirigé une communauté de l'Arche, comme c'est bon de parler de la fragilité, un verre à la main. C'est tellement agréable de rester au bord de la piscine. Et lorsque la personne handicapée vous donne une grande tape dans le dos pour plonger, alors on découvre qu'on peut nager. Et nager ensemble, eh bien, c'est cette expérience que font nos groupes, qu'on fait chacun. Comme toujours, c'est un peu difficile, un peu exigeant de plonger. Et puis quand on nage ensemble, eh bien, on découvre que c'est pas si compliqué que ça. On découvre que la personne handicapée, elle nous aide, comme on l'entend souvent, à tomber les masques, à ne plus avoir peur. Je pense que cette grande peur, Martin, vous me corrigerez peut-être, cette plus grande peur, c'est pas la peur de l'autre, c'est d'abord la peur de soi-même, la peur de ne pas être capable. Et en ça, la personne handicapée est un prophète. C'est un prophète qui nous dit « n'aie pas peur », et n'aie pas peur, pas par des grandes considérations philosophiques, mais n'aie pas peur pour des raisons extrêmement simples, c'est que j'ai besoin de toi. Voyez-vous? Et la personne fragile, la personne handicapée prophète, c'est celle qui me restaure dans ma capacité, dans mon audace de l'altérité, mon audace de la rencontre, telle que dans l'histoire biblique, le Créateur nous a voulu. Il nous a voulu co-créateurs, à condition qu'on soit capable de dépasser notre peur, de ne pas être capable d'être co-créateur, pour nous engager dans une relation fondatrice, une relation qui fait jaillir la vie. Voilà, c'est cette expérience toute simple, ces groupes de compagnons Simon de Sirène, et de là, on va cheminer. Cette joie est fascinante, vous savez, parce que c'est assez rare à notre époque. C'est une joie qui n'est pas alcoolisée, il n'y a pas de bouteille d'alcool, c'est une joie où on ne se moque pas, c'est juste une joie du goût de l'autre. Et cette joie du goût de l'autre, elle est fascinante. Cette joie du goût de l'autre, elle permet à des personnes valides de dire « ça me fait du bien ». Et on n'est plus dans une charité limbago, vous savez, où on se penche, on va s'occuper de la pauvre personne handicapée. On est dans une charité qui nous élève, parce qu'ensemble, on se fait du bien. Et cette expérience-là, dont Jean Vanier est vraiment le précurseur, c'est très bouleversant de voir aujourd'hui que à Simon de Sirène et dans un certain nombre d'autres associations, on en est un peu les héritiers, les témoins, et qu'elle se décline sur les différents domaines de cette fragilité. Et puis, et je terminerai par là, l'autre dimension prophétique de la personne handicapée, c'est que cette personne handicapée qui paradoxalement a perdu toutes ses capacités, efficacité, rentabilité, performance, sens, avoir, vouloir, paraître avec le mur Facebook, eh bien, cette personne handicapée, elle m'invite à tomber une deuxième peur fondamentale qui est, 1, on a nommé la peur de ne pas être capable, et 2, il y a la peur de l'autre. L'autre, comme je ne suis pas capable, comment puis-je affronter l'autre différent? Quand la personne fragile dans son fauteuil me dit « Comment veux-tu avoir peur de moi? Je ne suis incapable de te surclasser », alors c'est vraiment bon de découvrir que être humain, c'est un verbe d'état et qu'on peut être humain ensemble. Merci. Merci Laurent. Dans les 30 secondes qui nous restent, je voulais juste vous demander, Simon de Sirène, vous venez de vivre un événement, la France s'engage. Est-ce que dans la petite minute qui nous reste, vous pouvez nous expliquer quel est le lauréat, ce prix? Qu'est-ce que ça signifie? C'est en fait, une fois qu'on a ce groupe de compagnons Simon de Sirène, c'est ce groupe-là qui va donner le rythme en fait, de la création de nos communautés, qui va nous amener après ça à travailler sur comment est-ce qu'on trouve. Parce que c'est compliqué, vous savez, une des paroles qui a été très compliquée, c'est que
Moi, tout de suite, quand j'ai entendu ces gens me dire ça, je leur ai dit, mais c'est super, on va aller monter des belles maisons à la campagne. Et je me rappelle de Étienne me disant, Laurent, ça c'est ton rêve de valide. Tu vas nous rajouter un handicap si on est à la campagne. Nous, on veut être au centre de la ville. Alors, ton idée d'avoir un jardin, c'est bien, garde-le, mais près du métro. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on a 8 constructions dans 8 villes. On est à peu près en train de construire 500-600 logements. Sur des communautés de 50-60 logements. Il y a systématiquement un jardin près du métro, près du tram en centre-ville. Je ne sais plus qui disait, peut-être Saint-Vincent-de-Paul, les pauvres sont des maîtres exigeants, ils nous amènent par la porte étroite, mais quand on demande précisément, avec eux, on reçoit. Ça, c'était une expérience assez extraordinaire. Et on reçoit aussi le fait d'être reçu à l'Élysée, parce que le président de la République a fait un prix, qui est le prix de l'innovation sociale sur les grands sujets de société, et parce qu'il y avait un vote du public peut-être, nous avons été lauréats de ce prix et nous avons été reçus avec Karine et avec Jacques. Et Karine, dans son fauteuil, lorsque la ministre du Handicap lui a dit « Alors vous habitez dans cette belle communauté Simon de Sirène à Vanves ?» Peu de mémoire récente, elle a dit « Non, j'habite Garches. » Voilà. Et lorsque Charles, le ministre de la Jeunesse et des Sports, lui a dit « Alors vous faites votre volontariat service civique à Simon de Sirène, pourquoi vous êtes là ?» Il a eu cette réponse bouleversante. Ce jeune de 20 ans, il a dit, vous savez, c'est pas quelqu'un qui cause beaucoup. Il a encore une gueule un peu adolescente et il a dit, mais vous savez, moi, ça faisait 4 ans que je me cherchais. Ici, je me suis trouvé. Merci beaucoup, Laurent Chérizet. Merci beaucoup et bonne continuation à cette belle œuvre des compagnons de Simon de Sirène. Voilà, nous allons prendre un deuxième temps de réflexion et pour l'introduire, nous allons ensemble visionner une vidéo. C'est un extrait de Human. Human, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un film de Yann Arthus Bertrand, le photographe assez connu qui réalisait toutes ces photos qu'on a tous vues, la Terre vue du ciel. Voilà, il a réalisé à la fin de cette année 2015 le film Human. Ce sont des rencontres qui ont eu lieu un peu partout dans le monde de personnes très diverses, très variées, qui du coup partagent en fait quelque chose de leur vie. Voilà, c'est parfois des témoignages du quotidien, parfois des témoignages très édifiants qui ont été récoltés pour faire ce film qui a été un événement assez important, qui a été diffusé dans le monde entier, qui a été présenté également à l'Assemblée générale de l'ONU en avant-première. Voilà, ce film, son hashtag pour être sur Twitter, c'était « What makes us human ?» C'est qu'est-ce qui fait de nous un humain? Et voilà, on vous propose cette vidéo. C'est Francine Christophe, qui nous partage un petit peu 5 minutes de sa vie, un événement bien particulier, vous allez le voir, où elle parle de l'histoire bioéthique d'une autre femme. Et je vous propose, à l'issue de cette vidéo, un temps de silence de 30 secondes, à peu près, pour qu'on puisse accueillir ce qu'on va voir. Et ensuite, nous vous proposons, ici et dans toutes les villes, de prendre un temps de discussion avec votre voisin, ou 2 ou 3, selon la configuration des salles, pour vous partager ce que cette vidéo a pu susciter comme émotion, comme réflexion. Voilà, donc je vous laisse regarder, je vous laisserai du silence 30 secondes, et puis ensuite vous discuterez 2-3 minutes entre vous. À tout à l'heure. Voilà, je vous invite à partager ce que vous avez ressenti pendant cette vidéo autour de vous, avec qui vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi noter une phrase, une idée. Le carnet du participant a une zone spécifique pour ça, à la page 18. Voilà, le temps de questions duo. C'est à vous.
Ouais, tiens, et je me demande, on peut peut-être en offrir à Laurent et à Martin et Anne. On a des verres, on a des Ouais. verres. Tiens, attends, je t'en prends. Avant que tu te barres avec la bouteille. Je t'appelle. Je t'appelle. Ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va. T'inquiète, toi. Ouais. Bienvenue dans l'animation qui peuvent nous adresser des questions. Je le redis encore une fois. Ouais, SMS et puis dans la salle. D'accord. Voilà, après ce petit temps d'échange, nous allons reprendre le cours de notre soirée. Voilà, il est des personnes, des personnages, des personnalités intemporelles. Et nous allons maintenant réfléchir ensemble à une figure, la figure de Moïse comme passeur de vie. Pour cela, nous allons accueillir Tugdual Derville, le délégué général d'Alliance Vita, qui a fondé il y a plus de 20 ans maintenant l'association À Bras Ouverts, qui est une association qui permet la rencontre par l'organisation de week-ends et de vacances entre jeunes et enfants porteurs de handicap et bénévoles, cela en binôme. Il est également le co-initiateur du courant pour une écologie humaine. Il est surtout notre délégué général, Tugdual Derville, pour Moïse, passeur de vie. Il faut que je me rende à l'évidence, mon histoire bioéthique passe par cette intervention. On n'emmène pas large devant tout ce public à l'autre bout du monde. Et puis en plus, parler de Moïse, de parler de cette figure biblique dans le cadre d'une université de la vie d'Alliance Vita, pourquoi donc? Eh bien, d'abord parce que nous considérons que, au-delà de toutes les croyances que nous pouvons avoir, les uns ou les autres, ou pas de croyances, c'est une figure qui appartient au patrimoine mondial de l'humanité. Et puis ensuite, c'est pour un parti pris anthropologique. Nous ne voudrions pas amputer notre dimension personnelle à chacun de cette dimension spirituelle, voire religieuse, qui est propre à l'homme. D'ailleurs, Laurent de Cherizet ne s'est pas gêné pour vous évoquer en filigrane ce qui pouvait l'animer. Et puis ensuite, quelle que soit l'historicité du personnage de Moïse, qui est beaucoup discuté par tous les gens qui l'ont étudié, son histoire bioéthique, de son début à sa fin, pour nous, est très éclairante pour ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on le partage. Je procéderai en deux temps. D'abord, Moïse, une vie reçue, et ensuite, Moïse, une vie donnée. Moïse, une vie reçue, vous savez, on parle de Moïse comme sauvé des eaux, mais pas seulement. Il y a 3 étapes dans sa vie qui sont assez stupéfiantes. Pharaon demande un génocide sexo-sélectif du peuple hébreu. Autrement dit, lorsque, dit-il aux sages-femmes des Hébreux, un enfant naîtra des Hébreux, des femmes des Hébreux, vous regarderez entre les pierres où les femmes posaient leurs jambes. Si c'est un mâle, tuez-le. Et voilà que Shipra et Pua, qui sont les 2 sages-femmes des Hébreux, écoutent une loi inscrite dans leur conscience profonde et ne commettent pas ce génocide des petits mâles des Hébreux, et donc les bébés survivent. Et c'est un dialogue ensuite qui est tendu avec Pharaon. Elles ont une ruse de sage-femme. Elles leur disent, tu sais, parce qu'ils voient que les nouveau-nés de sexe mâle survivent, tu sais, si ils survivent, c'est parce que les femmes des Hébreux sont plus robustes que les Égyptiennes, et quand nous arrivons, elles sont déjà délivrées. Voilà comment elles ont la vie sauve, mais aujourd'hui encore, de nombreux soignants sont confrontés de la même manière à leur devoir, à leur droit, à l'objection de conscience, et parfois au péril de leur carrière, si ce n'est pas de leur vie, renoncent à obéir aux lois des hommes pour obéir aux lois de leur conscience profonde. C'est très contemporain. Deuxième étape pour Moïse, il naît donc. Et sa mère, qui a reçu l'ordre, comme toutes les femmes des Hébreux, de jeter l'enfant dans le Nil, y renonce, elle le trouve beau, elle s'y attache, et seulement au bout de 3 mois, il fait du bruit, il risque d'être vu, et donc elle décide de confectionner un petit panier
un petit panier protecteur, elle le pose sur le bord du Nil et la grande sœur regarde ce qu'il advient. Et ce qu'il advient, aujourd'hui encore, il y a des femmes, et nous en rencontrons, qui renoncent à garder avec elles l'enfant qui naît parce qu'il serait en danger de mort, et qui le confient. Et on a été témoins de sacrifices personnels que des femmes ont pu faire parce que les conditions étaient terribles et qu'il fallait qu'elles puissent confier leur enfant. C'est le choix qu'elles ont pu faire. Et donc, troisième étape, c'est, vous le savez, la fille de Pharaon, la fille de l'ennemi, qui voit un petit panier alors qu'elle se baigne avec ses servantes à côté. Elle demande qu'on l'apporte ce panier, elle l'ouvre et l'enfant pleure dans son panier. Elle est prise de compassion. Elle est prise aux entrailles de compassion pour ce petit qu'elle sait des Hébreux. La petite sœur Finaude dit qu'elle pourrait connaître une nourrice, et voilà l'enfant qui retourne dans les bras de sa mère, où elle est nourrie jusqu'à ensuite être confiée beaucoup plus tard à l'entourage de Pharaon. Et aujourd'hui encore, on le voit aujourd'hui encore, dans bien des endroits où il y a de la violence, des femmes s'unissent contre la violence des hommes. C'est quelque chose d'assez fort un peu partout. Et j'en tirerai 3 enseignements de ces débuts de la vie de Moïse. D'abord, au risque de peut-être choquer certains et à contre-pied de toutes les théories du genre qu'on veut nous enseigner, est-ce que vous avez remarqué à quel point toutes ces femmes, 5 au moins, si on ne compte pas les servantes, sont saisies d'une fibre profondément maternelle pour ce petit Moïse, aussi bien sa mère que celles qui l'ont laissé vivre avant et après. Fibre maternelle, au point que j'ose dire, et c'est mon premier enseignement, toute femme est maternelle. Gertrude Van Lefort, qui a écrit La femme éternelle, va beaucoup plus loin parce qu'elle dit même, et pardon si ça vous choque, peut-être toute femme est mère, quelle que soit la forme de maternité, passeuse de vie, passeuse de culture, passeuse d'histoire et éventuellement passeuse de spiritualité. Des fibres maternelles, et vous l'avez vu avec Francine Christophe, je trouve que ça fait écho à la vie de Moïse, donc vous avez peut-être discuté de ça entre vous. Deuxième enseignement, la protection de la vie est une loi universelle inscrite dans le cœur de tout homme. Et je convoquerai pour l'éclairer ce qu'a pu dire Roger Paul Droit lorsqu'après les attentats du mois de janvier, il a écrit « Qu'est-ce qui nous unit ?» et il repart d'un témoignage apporté par un penseur confucéen, Menke, du IVe siècle avant Jésus-Christ, disciple de Confucius, qui disait, je le cite Menke, « Tout homme est doté d'un cœur qui ne supporte pas la souffrance d'autrui. Ce qui nous fait affirmer que tout homme est doué de compassion, c'est que toute personne qui apercevrait aujourd'hui un petit enfant au point de tomber dans un puits éprouverait en son cœur panique et douleur, non pas parce qu'il connaîtrait ses parents, non pas pour acquérir une bonne réputation auprès des voisins ou amis, ni non plus par aversion pour les hurlements de l'enfant. Il y a une spontanéité de notre attachement à la vie. Et cette spontanéité, elle se transforme en amour durable chez les parents. Je suis toujours frappé de voir qu'il y a chaque année des faits divers, on le voit, des pères ou des mères qui se jettent à l'eau. Si l'enfant tombe dans le puits, assurément, les parents sauteront derrière pour aller essayer de sauver leur enfant au risque de mourir eux-mêmes. Capacité à se donner, une loi universelle. Et puis, troisième enseignement, cette anthropologie du don, et je reviens à la femme, elle découle, je crois, de l'expérience de l'enfantement et de la maternité. Autrement dit, si nous sommes faits pour nous donner, et si nous choisissons que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, mais que l'homme est fait pour se donner, c'est parce que nous avons tous bénéficié d'une hospitalité originelle, biologique d'abord, dans l'utérus maternel. Il aurait dû nous rejeter comme un corps étranger, et nos mères, celles qui nous ont portés, ont inhibé naturellement tout le système de rejet du corps étranger pour que nous puissions nous développer et d'une certaine façon faire violence à ce corps dans lequel nous avons été tissés jusqu'à la naissance. Et cette anthropologie biologique, naturelle, s'est doublée d'une anthropologie du don culturel, puisqu'on a pris soin de nous, on ne nous a pas jetés par terre dans notre sang, on a pris soin de nous, on nous a nourris, on nous a sauvés parce que nous étions extrêmement vulnérables. Et j'ai trouvé dans un des biographes, si j'ose dire, de Moïse, Martin Buber, qui est un grand philosophe juif, une réflexion assez étonnante que je partage avec vous à propos justement de ce qu'apporte la mère. Alors il parle en croyant, juif, la substance de bénédiction, dit Martin Buber, dans son livre intitulé Moïse. La substance de bénédiction ne repose pas seulement sur la tête des pères, mais dans le ventre de la mère. Les pères doivent transmettre la bénédiction
spécialement aux fils avant leur mort, ça c'est une tradition juive, mais pour les mères, l'élément de bénédiction qui vient d'elles se transfère d'une manière naturelle à leur progéniture. Et je trouve que c'est très beau de réfléchir ensemble à ce que nous avons reçu pour que notre vie soit ainsi reçue. Et donc Moïse, deuxième partie, une vie donnée. Moïse est tourmenté d'abord, ensuite il est envoyé et enfin il est libérateur. Il est tourmenté d'abord parce que Moïse voit ses frères hébreux qui sont maltraités par un Égyptien, il tue l'Égyptien. Et le lendemain, il voit deux Hébreux qui se disputent, il veut les séparer, et l'un d'entre eux lui dit « Ah, tu voudrais nous tuer comme l'autre ?» Résultat, il fuit. Et il nous ressemble de ce point de vue. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes sensibles à l'injustice, et nous aussi, nous pouvons être tentés par des actions désordonnées, je dirais impulsives. Voilà Moïse qui, après ces 40 années, a encore 40 autres années de réflexion dans son fort intérieur, au désert, jusqu'à l'épisode bien connu du buisson ardent. Et là, dans ce buisson ardent, il entend cette parole qui rejoint la sienne. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris devant son oppresseur. Voilà qu'une parole qui le rejoint, il entend ça du buisson ardent, et un ordre, un conseil, une demande, va voir Pharaon. Et comme nous tous, quand il s'agit de prendre la parole en public sur des sujets délicats, ou de partir à l'aventure pour essayer de convaincre des puissants de renoncer à l'injustice, eh bien Moïse a peur. Il dit d'ailleurs, tu sais, ma bouche est pâteuse, même quand tu me parles, je ne suis pas doué pour la parole, qui t'a fait une bouche? Et voilà Moïse qui aura 15 entrevues de lobbying avec Pharaon et avec Aaron qui lui a été envoyé. Petit enseignement derrière, on ne s'envoie pas tout seul, on ne part pas tout seul. On s'envoie souvent contre son gré, l'impulsivité n'est pas forcément la meilleure conseillère, et 40 ans de réflexion n'est pas forcément inutile avant de partir à l'action, donc quelques 4 semaines de réflexion. Troisième enseignement, Moïse, libérateur du peuple. C'est en fait une sage-femme, Moïse. Il va, par ses entrevues, obtenir la libération du peuple, et le peuple, au fur et à mesure, comme le petit bébé dans le ventre de sa mère à la fin de la grossesse, va devenir passif. Et va résister même, ne voudra plus être libéré, parce que la corvée s'est alourdie. Mais finalement, Moïse, comme une bonne sage-femme, tire son peuple jusqu'au désert, et ensuite, avec d'autres, il partage la responsabilité de toutes ces pérégrinations dont je vous ferai grâce, mais qui peut-être nous aident aussi, si on les relie, à voir à quel point agir, c'est agir avec d'autres, c'est prendre des initiatives. Il y a derrière l'histoire de Moïse aussi une formule que je trouve très belle. Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et à certains moments, il préfère partager son pouvoir, son charisme, plutôt que de vouloir le garder jalousement pour lui. 3 questions se posent à tous et à chacun derrière cette expérience de Moïse qui mériterait plus de détails. D'abord, première question, que voyons-nous de la misère et de l'injustice subie par notre peuple? Et on le travaillera les 2 prochaines fois. Qu'est-ce qu'on voit de cette misère? Un cœur qui voit. Heureusement, nous ne voyons pas tout, parce que nous serions peut-être écrasés par l'ampleur de la tâche. Déjà, on en voit pas mal. Mais qu'est-ce qu'on voit particulièrement dans nos compétences, dans notre proximité, dans nos histoires, dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos quartiers, peut-être plus loin si on a voyagé? Qu'est-ce qu'on voit de l'esclavage de notre peuple? Et ça, c'est vraiment extrêmement important comme mobile ensuite pour se mettre en marche, pour agir. Deuxième question, quelles sont nos propres aliénations personnelles? Et quels sont les lieux où nous avons aussi, nous, besoin d'être libérés de, on pourrait dire, de l'esclavage? Est-ce que c'est la pensée unique, ou bien la double pensée orwellienne d'ailleurs, de penser tout et son contraire, comme certains qui font des affirmations, je pense à certains ministres qui disent une chose un jour, une autre chose le lendemain, au point qu'on ne sait plus quoi penser, ou s'il faut penser? Est-ce que nous serions nous-mêmes victimes des idéologies déconnectées du réel? Est-ce que nous pensons nos convictions? Ou est-ce que nous les faisons descendre au fur et à mesure de nos deuils, de nos épreuves? La question qu'a posée Laurent, pour ne pas répondre trop vite à des questions par des réponses idéologiques toutes faites, vive la vie, avant de faire peut-être l'épreuve de cette difficulté à vraiment accueillir la vie. Est-ce que nous aurions, et c'est mon cas, des styles de vie contraires à la vraie liberté? Est-ce que nous pouvons nous séparer de nos smartphones pendant plus d'1 heure ou 2 sans ressentir un manque cruel? Et que dire si c'est pendant 1 semaine? Est-ce que nous subissons le totalitarisme technologique qui, peut-être, selon certains, est la plus grande menace totalitaire de notre temps? Est-ce que nous aurions un esprit de fatalité? Tout est foutu, ça ne sert à rien, de toute façon, cette relation, elle est pourrie.
du début à la fin. Ça peut se vivre en famille aussi, pas seulement loin. Troisième question, comment trouver ensemble des chemins de libération qui soient, on peut dire, pacifiants? Comment trouver sur ces esclavages de notre peuple et ces aliénations que nous subissons des chemins de libération qui soient pacifiants? Je crois qu'en 2013, dans une certaine famille de pensée très vaste, avec beaucoup de ramifications, une chape de plomb s'est levée sur la conscience des gens qui se croyaient seuls et qui pensaient ne jamais voir un tel réveil des consciences, ont participé et vu ce réveil des consciences. Une chape de plomb s'est levée sur les consciences. Et le risque, ça serait d'idolâtrer la victoire. Le risque, ça serait de vouloir tout de suite, des réponses politiques, une terre promise après-demain, en faisant 3 pas au désert et déjà d'avoir le résultat. C'est un grand risque, et ça interroge notre rapport à la victoire. Est-ce que la victoire, nous l'acceptons, est-ce que nous acceptons de semer ce que d'autres récolteront sans forcément voir les résultats? Déjà pour ma part, ce mouvement qui s'est levé de réveil des consciences, je ne pensais pas le voir de mon vivant. Et souvent, je rencontre des personnes qui me disent la même chose, parfois des plus jeunes que moi. Et donc, initier des processus pour aller vers ces lieux où il y aura plus de justice et plus de paix. Voilà ce qui est sans doute l'appel que nous avons, sans forcément viser une efficacité immédiate, mais en étant certain d'une fécondité ultime. Trouver de nouvelles voies, et ces nouvelles voies, elles doivent être à la fois personnelles, d'où l'insistance que nous avons à vous demander peut-être de voir les ressorts personnels qui sont mobilisés par ces séquences du lundi soir. Elles doivent être inévitablement à un moment donné collectives et pourquoi pas, je dirais, communautaires, au sens d'équipage. Parce que c'est ensemble seulement qu'on peut fonder un groupe Simon de Cyrène, un petit groupe. C'est pas tout seul, il faut être plusieurs, quelques-uns, et ceux qui ont cette expérience le savent bien. En conclusion, je reciterai cette formule bien connue et étrangement reçue par Moïse à la fin de sa vie. Vous la connaissez, « Vois, je mets devant toi vie et bonheur aujourd'hui. Vie et bonheur, mort et malheur, la vie tu choisiras, pour que toi et ta postérité vous viviez. » C'est aujourd'hui, à chaque instant, que nous avons une question permanente, au sein même de nos consciences, cet affrontement entre ce que certains ont appelé une culture de la vie et une culture de la mort. Et c'est à chaque instant, dans une rencontre, dans un choix personnel, dans une réponse à un patron ou à une personne, un collègue de travail, dans une façon d'imaginer nos chemins pour davantage de vie, que nous avons chaque instant. Et peut-être pendant les 4 semaines que nous vivons ensemble, nous pourrons nous le reposer, à choisir la vie et le bonheur plutôt que la mort et le malheur. Merci. Merci beaucoup, Tuc Dual, pour cette intervention. Avant de saluer et dire au revoir aux villes qui vont nous quitter pour accueillir localement leurs propres invités, leurs propres experts, je vais vous proposer de noter une question dans votre carnet du participant à la page 18. Elle va s'afficher sur le PowerPoint. Voilà, on vous encourage, on vous invite, on vous l'a dit plusieurs fois, à vraiment rentrer dans un chemin personnel. On va le faire aussi, nous, de répondre à cette question. Voilà, c'est d'aller ce soir, demain, dans la semaine, enfin en tout cas avant la semaine prochaine, avant notre deuxième soirée, d'aller essayer de répondre à la question qui s'affiche. Cette question de relire, de prendre le temps de relire votre propre histoire personnelle pour aller y repérer, analyser un événement qui a pu être marquant dans votre vie. Alors, une rencontre, un succès ou un échec, un deuil, on en a beaucoup parlé, une épreuve, une fragilité ou une force, n'importe quoi, mais de retrouver dans votre histoire ce qui a pu déjà vous mettre en marche ou ce qui pourrait vous mettre en marche dans l'avenir, dans le futur. Voilà, nous saluons chaleureusement donc toutes les villes qui vont nous quitter. Et nous ici, à Paris, et pour les villes qui restent connectées avec nous, nous allons avoir un temps de table ronde où nous allons répondre aux questions que vous avez bien voulu nous envoyer au cours de la soirée. Du coup, je réinvite nos invités sur la scène à s'installer. Bonne soirée. Largement assez, t'inquiète pas.
Alors voilà, nous allons prendre quelques questions qui nous ont été envoyées par certaines villes et voilà, je vous laisserai, si vous le souhaitez, compléter, rebondir. Voilà, ça peut être un moment tout à fait dynamique entre nous. La première question, la ville n'est pas précisée, mais elle est pour Martin Stephens. L'approche de ce soir est menée indépendamment de toute condition surnaturelle. Peut-on envisager ces questions sur un plan seulement naturel, abstraction faite de l'auteur et du moteur de la vie? C'est une question assez spirituelle et on a vu ce soir qu'on souhaitait ne pas forcément s'amputer de cette dimension dans notre vie. Alors la dimension surnaturelle, elle peut aider dès lors que, elle peut même être décisive, dès lors que la vie dont j'ai parlé et dont nous sommes chacun vivant, eh bien on estime qu'elle est en effet un don, qu'elle est une chose belle et bonne, et qu'elle nous inscrit dans un mouvement que le philosophe dira finalisé, c'est-à-dire dans un mouvement qui nous mène quelque part. Bon, dans un mouvement qui nous mène quelque part, au fond, ça, même quand on reste sur le strict plan de la philosophie, on arrive un peu à le percevoir. Au fond, la graine de son seul principe devient un arbre. Mais c'est vrai que là où la dimension surnaturelle, qui dit que toute vie est donnée, que toute vie nous vient d'ailleurs, peut même nous faire consentir à ce que des vies qui, apparemment, nous semblent parfaitement inutiles, ineptes, parce que interrompues dans leur mouvement de croissance, dans leur mouvement finalisé, eh bien ces vies-là, elles aussi, elles ont, si ce n'est un sens, du moins une présence, et que cette présence est à accueillir. Alors ce que j'ai dit, moi, effectivement, d'où je parle, eh bien je parle de mon expérience de chrétien, qui vient après celle du philosophe que j'ai d'abord été, mais qui, cette expérience de conversion m'a en effet mis la puce à l'oreille sur une vie qu'il fallait d'abord accueillir comme un don plutôt que canaliser uniquement avec la tête. Merci Martin. Tugdual Sur la façon précise dont Martin s'est exprimé, je voudrais dire aussi, c'est un complément, que tout de même, il y a quelque chose d'universel dans la joie que Laurent a évoquée. Et beaucoup de personnes sont comme stupéfaites un jour de voir que tout, croyants ou non, et notamment donc des incroyants, de voir à quel point ces personnes qui étaient méprisées par les systèmes de valeurs qu'ils croyaient devoir embrasser, non seulement ils en étaient émerveillés de ces personnes, moi ce que j'appelle l'expérience de l'émerveillement. Un jour, chacun d'entre nous peut faire l'expérience de l'émerveillement face à quelqu'un de fragile qu'il méprisait, et alors se transformer soi-même en se disant « ce que je suis, ce n'est pas le masque que je me mettais sur moi-même pour exister, à mes yeux, aux yeux des autres, mais c'est le pauvre, le fragile, celui qui a le droit de pleurer, le petit enfant qui a besoin d'être aimé, c'est celui-là aussi que je peux être. » Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très universel, au-delà bien sûr des ressorts spirituels qui sont magnifiques pour ceux qui peuvent en vivre, mais il y a peut-être quelque chose d'ailleurs de mystérieusement spirituel dans le rayonnement des plus fragiles. Et juste pour rebondir, et il n'en reste pas moins que ce que je crois être vrai finit par être réel. On a écouté ce formidable témoignage dans le camp de concentration. Si je crois que l'être humain n'est jamais qu'un amas de matière, comme le communisme, je fais des goulags. Si je crois que l'être humain n'est humain qu'à partir du moment où il a telle ou telle race, je fais des camps de concentration. Donc ce que je crois finit par être vrai. Donc on peut faire le chemin inverse. Si je crois qu'un bébé nous raconte quelque chose, ou qu'un fragile en général nous raconte quelque chose de notre humanité profonde, au fond, qu'est-ce que je crois au fond de moi? Merci beaucoup. J'ai une question qui nous vient de Belgique, de Liège, pour Anne Davigo-Lebrun. Il est possible de refuser de faire le deuil de quelqu'un. Qu'est-ce qui peut bloquer l'acceptation si on ne sait pas faire autrement, si c'est plus fort que soi-même? Question compliquée. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer l'avancée d'un deuil. Beaucoup de raisons. Alors, je dirais quand vraiment c'est compliqué pour quelqu'un, je dirais de se faire accompagner quand même par des professionnels. Ensuite, je pense que le désir de vouloir avancer dans son deuil va finir par porter du fruit. Je vous ai dit, c'est un principe, le deuil est un processus naturel, humain. Nous avons reçu dès notre naissance ce qu'il faut
pour parcourir nos deuils. Donc, certes, il y a des blocages. Le fait même d'être dans une société occidentale qui nie le deuil ou qui le cache participe à un des blocages, par exemple. Donc, si je sens que je suis bloquée et que j'ai le désir d'avancer, et que je me donne aussi du temps, et ça c'est important, c'est d'accepter qu'il faille du temps, parce qu'en général, quand je suis en deuil, surtout quand on a eu une intervention avec une conférence qui dit qu'à un moment ça se termine, ben, on a envie d'être en deuil puis que ça se termine le lendemain, quoi. Et en fait, ça marche pas. Moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est bien, j'avais toutes les connaissances qu'il fallait, théoriques, mais que dans la pratique, je voulais que ça soit terminé demain, quoi. Mais ça, c'est pas vrai. Donc, accepter le temps. Et alors ça, c'est un facteur très compliqué, surtout dans le monde où on va vite, où par exemple, on ne doit plus être en deuil au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on doit travailler normalement, on doit vivre normalement, refaire sa vie ou je ne sais quoi, alors que le deuil n'est pas terminé. Donc, accepter de prendre du temps, faire confiance à le don naturel qui nous a été donné depuis, avec nos gènes et notre existence, notre vie, de pouvoir traverser ces épreuves. Du coup, j'ai envie de poser une question à Laurent de Chérizet. J'imagine qu'au sein des communautés de Simon de Sirène, vous êtes parfois amené à accompagner des personnes jusqu'au terme de leur vie. Est-ce qu'au sein de Simon de Sirène, vous avez un accompagnement, quelque chose, ou si vous avez un témoignage sur ce sujet à nous partager? Oui, on y a été confronté assez vite. On a déjà deux personnes qui sont en train de fonder Simon de Sirène au ciel. Je les appelle souvent dans tous les moments où il y a des risques, des incertitudes, tout ça. Et je me rappelle du décès de Guillaume, qui était le prototype de l'idéal de l'homme postmoderne, 1m90, des yeux bleus, baraqué, le chéri de ses dames, enfin tout, la totale. Et puis il a eu un très grave accident à 30 ans et il s'est retrouvé pendant plus de 15 ans dans une institution. Il y a, comme dans toute organisation humaine, il y a des belles institutions avec des gens qui y mettent de la vie, puis il y a des institutions qui sont des mouroirs. C'est les doubles facettes de ces lieux. Et lui était dans une institution où il était tellement lent, tellement plus lent même que les autres, parce qu'il était tout courbé, qu'il bavait, qu'on ne comprenait rien à ce qu'il racontait, qu'il mangeait seul face à un mur. Et le soir de son décès, il y a eu plusieurs fioretti très bouleversants. La communauté fondatrice est à Vanves, on est adossé au monastère des Bénédictines. Et c'est la mère supérieure qui est venue faire la toilette. Quand on avait décidé de s'installer là, elle m'avait dit « mais on fera alliance », je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et là, c'était très, très concret. Et elle était très touchée parce que ce jour-là, la parole d'évangile était le grain de blé qui meurt en terre. Et elle m'a dit « mais vous savez, sur la tombe de notre fondatrice qui est dans la crypte, l'épitaphe, c'est le grain de blé qui meurt en terre. » Et voilà, et de rapprocher ça de Guillaume. Et puis sa sœur est venue nous voir et m'a dit « mais vous savez, pendant 15 ans, il a mangé face à un mur. Ici, il a été heureux les 2 dernières années de sa vie. » Et peu de temps avant, on avait fait un groupe de parole. Et la question était qu'est-ce qui est difficile pour moi à Simon de Sirène et qu'est-ce qui est bon pour moi. Et j'avais été, moi, particulièrement bouleversé parce que je me rappelle quand Guillaume était arrivé, j'avais eu ce mouvement de me dire pas lui. Ça me paraissait trop dur, quoi. Vous voyez, on est censé se reconvoquer. De même qu'on ne peut pas dire je crois une fois pour toutes, on ne peut pas dire oui une fois pour toutes à la vie. C'est du quotidien, c'est renouvelé dans chaque rencontre. Et dans chaque rencontre, on peut avoir à faire une Pâque, à faire un passage du non au oui, ou peut-être parfois du oui ou non aussi, quoi. Soyons pas des dogmatiques, encore une fois, ni du oui ni du non, quoi. Et je me rappelle de 3 personnes, dont Guillaume, qui, de manière si peu audible, avait dit, en parlant de Simon de Sirène, ici je suis un vivant. Et ça m'avait pris aux tripes dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale, dans mon engagement de toutes ces années passées à fonder Simon de Sirène, d'entendre ces hommes et ces femmes tellement blessés, tellement valeurs inutiles pour notre société postmoderne,
dire ces mots essentiels après lesquels on court tous, qui est d'être des vivants. Qu'est-ce que c'est être un vivant? Quelle immense leçon que d'entendre Guillaume dire « je suis un vivant », voyez-vous, et qui est le vivant d'ailleurs. Merci beaucoup Laurent. J'ai une question de Lille qui finalement touche à l'amour. On a beaucoup de questions sur le deuil. Je la compléterai un peu du coup, mais la question de Lille, c'est comment se reconstruire après la perte d'une personne qui n'a pas été aimante? Voilà, c'est finalement une question que je peux poser à peut-être chacun d'entre nous. C'est voilà, une personne qui n'a pas été aimante. Je peux donner un morceau de réponse, peut-être vous en aurez aussi. On n'a pas le même... en fait, notre deuil est en lien avec le type de relation que nous avons eu avec la personne. Il est important de regarder cette relation et de faire la différence en particulier entre les actes et la personne. Et on peut avoir eu une relation désagréable avec quelqu'un pour des raisons précises ou des événements désagréables vécus avec cette personne, mais comprendre qu'on est quand même attaché à cette personne. En particulier, ça peut arriver avec des parents. Hein, on peut être attaché, on est de toute façon attaché à nos parents par le lien du sang, on en a parlé aussi, hein, biologique, mais parce que voilà, ce sont nos parents et on peut quand même avoir une relation difficile et ça n'empêche qu'on peut faire son deuil et ce qui peut aider, c'est vraiment de faire cette différence, de clarifier et de voir ce qui s'est passé, où est-ce que j'ai mal. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important dans le deuil, c'est d'arriver à faire un échange de pardon. Et il est impossible, finalement, de faire un deuil total sans être passé par l'étape d'échange de pardon, qui se vit aussi bien, et je le dis nettement, pour les personnes croyantes, pour les personnes incroyantes. Parce que j'ai suffisamment de gens autour de moi qui sont en mesure de le vivre sans être croyants, et ça leur permet vraiment de passer à l'étape d'après. Donc quand il y a eu conflit par rapport à une personne décédée, il faut penser à ce cheminement d'échange de pardon. Merci. Peut-être. J'ai une question. C'est juste, mais 2 secondes, c'est effectivement, là on sent que pour cette personne, elle aimerait bien que la personne lui manque, mais ce qui lui manque, c'est ce manque-là. Et ça peut être en effet très difficile de se dire qu'on aimerait bien que la personne nous manque davantage, or elle ne nous manque pas parce qu'on n'a pas été aimé, etc. Je crois que là, vraiment, il faut prendre soin de la vérité. Brassens disait les morts sont tous des chic types, et bien, c'est pas si sûr. Et au fond, il faut regarder la vérité. Et je crois qu'une fois qu'on la nomme comme ça, un chemin se fait de toute façon. Merci Martin. J'ai une question de Bergerac. Je la soumets à notre président, parce que c'est une question qu'on réfléchit un peu à Alliance Vita quand même. Pourquoi la souffrance est-elle tabou dans notre pays? Est-elle vraiment un tabou dans notre pays? Le regard du président. En 2 heures, pourquoi la souffrance est-elle tabou dans notre pays? Je pense... On va en parler lors des autres soirées. La souffrance, elle a quelque chose de contradictoire avec la performance, par exemple, ou avec l'utilité. Puis les personnes qui sont ici pourraient en dire beaucoup plus que moi. Elle est accepter une part de souffrance dans notre société, c'est accepter toute la fragilité, toute la vulnérabilité, tout. Et c'est ce que nous avons évoqué ce soir. Donc je pense que on a une société qui veut être performante et qui veut aussi être assez individualiste, où chacun peut réussir à monter tout seul. Or, la souffrance, elle implique, on l'a dit encore une fois ce soir, qu'on soit plusieurs, qu'on s'entraide et qu'on ne soit pas toujours performant. Donc c'est moi ce que je crois à ce sujet. Non mais le président a bien parlé, je dirais juste que... Et c'est justement pour ça que, étonnamment, peut-être ça a pu surprendre certains d'entre nous, on a tant appuyé sur ce sujet du deuil, de la souffrance, de la vie en bleu, du témoignage personnel et à la fois d'engagement de Laurent, parce que nous pensons qu'en traversant ensemble, en vérité, comme l'a dit Martin à l'instant,
ces questions de souffrance personnelle, hein, j'ai envie de dire les petits-enfants qui crient en nous leur peine et leur souffrance, c'est en regardant ce qu'ils nous disent que sans doute nos engagements seront plus authentiques et plus vrais. Donc ce n'est pas une réponse à la question, Blanche, mais plutôt de dire, justement, nous essayons de ne pas la rendre tabou. D'aller, nous à Vita, ce qu'on essaie de faire, et d'autres en parleront dans les séquences suivantes, c'est d'aller le plus loin possible avec les peines et des gens, le plus loin possible, jusqu'à peut-être ne plus rien y comprendre et se noyer presque avec elles, tout en étant accroché, bien sûr, à cette vie, au vivant qui est en nous. Parce que si on ne fait pas ce chemin, alors on est des idéologues. On est dans des principes, mais on n'est pas dans la vraie vie qui est faite de sang, de larmes et de peine, bien sûr aussi de joie. Et pour défendre notre société, je crois que la souffrance, de toute façon, est tabou, qu'elle l'a toujours été. Quand on voit l'histoire de Job dans l'Ancien Testament, ou l'histoire de Rachel qui ne voulait pas être consolée, c'est-à-dire elle ne voulait pas, ayant perdu ses fils, qu'on recouvre sa souffrance de beaux mots. Et au fond, je crois qu'il y a dans la souffrance, de toute façon, quelque chose qui est par essence tabou, parce que la souffrance nous coupe la parole. Et quelle que soit la société dans laquelle on habite, Paul Ricoeur définissait la souffrance comme ceci, il disait « c'est l'intrusion du non-sens dans le sens d'une vie ». Et donc il y a un non-sens qui arrive, et forcément la parole, elle est coupée. Merci beaucoup, Martin. Une question de Laval, toujours en rapport avec le deuil, c'est vraiment ce qui a suscité le plus de questions ce soir, mais là plus sur la résilience. Voilà, à Laval, on nous pose cette question, pourquoi certaines personnes sont des écorchés vifs? Comment trouver le chemin de la résilience? Là, je crois que c'est une question qui se propose à chacun d'entre vous. La résilience. La résilience. Alors la résilience, peut-être pour le définir rapidement, c'est la capacité de rebondir comme un ressort en fait, aux événements malheureux qui peuvent intervenir dans notre existence. Et beaucoup de spécialistes se sont posés sur la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent rebondir et d'autres pas? On étudie toujours la question, hein, on n'a toujours pas la réponse exacte, on a des pistes. Et la résilience, alors c'était comment la question, Blanche? La question précise, c'était comment trouver le chemin de la résilience, en particulier chez les personnes qui sont des écorchés vifs. Oui, comment trouver le chemin de la résilience? Alors le chemin de la résilience, je dirais, il peut se trouver en particulier par le regard que porte la personne blessée quand elle cherche de l'aide. Et qu'elle va être capable, tout d'un coup, de voir que certaines personnes peuvent l'aider. Ça va être aussi peut-être une part de chance qui va faire qu'elle va effectivement avoir devant elle des gens qui vont venir la voir. Mais il y a toute une part intérieure qui fait que dans ma souffrance, je cherche quelque chose pour rebondir. Moi, je travaille beaucoup avec des enfants qui sont placés en famille d'accueil. Et je peux vous dire qu'il y a des enfants, ils ont vraiment la capacité de trouver la personne, le regard, le mot, le geste, dont ils vont se saisir pour pouvoir comprendre qu'ils sont des êtres valables et qu'ils ont le droit à la vie et à rendre leur vie belle. Voilà. Donc c'est beaucoup, je dirais moi, un regard, une capacité intérieure à chercher ce qui peut me faire rebondir. Je ne sais pas si c'est anthropologiquement la seule réponse. En tout cas, l'expérience qu'on a à Simon de Sirène, j'évoquais tout à l'heure ce long temps du deuil, ces 8 ans, 10 ans, pour ne plus être dans le rêve que la personne blessée va comme gommer cette mauvaise histoire et redevenir la personne d'avant, mais qu'il va falloir retravailler à partir de ce qu'elle est, avec ses lésions, etc. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a un chemin fondamental de la résilience, qui est le chemin de la rencontre de l'autre. Le drame, finalement, de cette peur qu'on nommait tout à l'heure, c'est le drame de « je ne suis pas capable de rencontrer l'autre ». Et lorsque la blessure, lorsque la souffrance, lorsque le deuil m'a comme mis dans une telle souffrance que je n'ai plus cette énergie vitale, eh bien, je pense, et je pense beaucoup à des situations des parcours de vie de Simon de Sirène, mais je pense que
ce temps de la rencontre de l'autre, hein, qui nous permet de réirriguer cette vocation fondamentale à être co-créateur. Hein. On ne peut pas créer tout seul. Je pense que la résilience, c'est renouer avec cette capacité co-créatrice. Et encore une fois, c'est très bouleversant d'expérimenter la capacité co-créatrice. Alors elle est forte pour le petit bébé, parce que le petit bébé, on voit bien qu'il nous appelle à la vie, mais elle est impressionnante pour quelqu'un qui est en étape aussi relationnelle ou pour quelqu'un qui est totalement dépendant, 24 heures sur 24. Quelqu'un comme Maria, elle est totalement dépendante, 24 heures sur 24. Elle ne peut rien faire seule, elle n'a pas de préhension, elle n'a pas de parole, elle capte par les yeux. Et elle a une puissance de vie, elle est une résilience permanente. On a presque l'impression qu'elle n'a plus envie de s'offrir le fait d'être de mauvaise humeur. Voilà, quand elle a mal, quand elle est triste, elle crie, elle pleure, elle souffle, mais c'est un cri. Enfin, tu parlais du souffle, il y a le souffle. Le souffle peut être un souffle de pleurs ou un souffle de joie, mais le souffle est là. C'est assez fascinant de voir cette extraordinaire force de résilience de ceux qui sont comme passés à travers le miroir. Hein. Ce miroir des illusions de la vie peut cheminer, je l'évoquais au début tout à l'heure de ma prise de parole, en passant à travers les gouttes. Non, il y a un moment où on prend une goutte et souvent un orage, quoi. Et donc cette capacité à débrayer une étape de résilience lorsqu'on va retrouver cette rencontre de l'autre et de découvrir que ce tout petit, ce tout fragile, eh bien, il peut être celui qui va redéclencher cet appel à la vie, j'ai besoin de toi. Et puis aussi, Jean Vanier l'évoque beaucoup, on est dans une société de communication. Et Jean Vanier dit souvent, mais comment est-ce qu'on passe de la communication à la communion, hein? Comment est-ce qu'on peut faire le silence sur les mots? Moi, j'ai vécu un an avec la Fidesco, il y a 30 ans, avec le peuple baoulé dans la brousse ivoirienne. Et là, c'est extraordinaire parce que au milieu du repas, quand il y a un silence, c'est le moment où on est suffisamment bien ensemble pour plus avoir besoin de parler. Vous savez, en France, dans nos repas, s'il y a un silence, la maîtresse de maison est tétanisée. Là-bas, c'est l'inverse. On est tellement bien ensemble qu'on n'a plus besoin des mots. On est juste bien ensemble, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Puis moi, ça me fait toujours penser à cette promesse de Mère Teresa qui nous demande pas, qui nous dit, voilà, le jour du face-à-face, on nous demandera pas combien tu as créé de Simon de Sirène, combien il y a eu d'université de la vie, combien il y a eu, je sais pas quoi. La seule chose qui sera demandée, c'est le as-tu aimé, finalement. Et dans ce as-tu aimé, je dirais, on est tous sur la même ligne de départ. On a tous ces mêmes capacités, le tout fragile, le blessé. Enfin, voilà. Je pense que la résilience profonde, elle est là, quoi. Merci beaucoup, Laurent. On va prendre une dernière question qui nous vient de Moissy-Cramaxel. Elle est destinée à Martin Stephens, mais je pense qu'elle se destine aussi là à chacun d'entre vous, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quand on voit la quantité affolante de besoins autour de nous, comment savoir où l'on est appelé ? C'est une question drôlement bien posée, parce que où l'on est appelé, c'est la question de la vocation. Et je me souviens l'an passé d'avoir parlé à mes élèves d'Hippocagne de la vocation. Et je leur avais dit, vous savez, la vocation, c'est pas faire ce qui vous plaît, c'est faire là où vous vous donnez, même si ça vous coûte un peu. Mais c'est ça, une vocation. Et il y avait une fille qui m'a dit, mais merci monsieur, parce que depuis le début de l'année, depuis le début que je dois penser mon orientation, on n'arrête pas de me dire, l'important c'est que tu fasses quelque chose qui te plaît. Et en fait, ce qui me plaît, moi, c'est de danser, c'est de boire des coups avec les copines, mais ça ne me fera pas gagner ma vie, quoi. Bon. Par contre, effectivement, il y a des choses qui me coûtent, mais où je sens que je réponds à un besoin. Et alors, la question de la vocation personnelle, donc déjà, elle est bien posée, c'est-à-dire, il y a vocation quand je suis irrésistiblement appelé par un besoin. Et après, j'ai envie de dire, elle est tellement bien posée que cette question que c'est ça, finalement. Par exemple, moi, j'ai senti depuis très tôt que j'étais fait pour être père, ce qui fait que par rapport à mes amis, j'ai été père assez jeune, même si, c'était pas non plus très très jeune. Mais voilà, c'est-à-dire que, et en effet, la nuit, quand un de mes enfants crie, c'est moi qui me lève parce que je suis irrésistiblement mis debout par le cri d'un bébé. Et donc, chacun a ce cri qui le convoque en propre,
et il faut simplement le trouver. Quelqu'un veut compléter? Non? Bon, ben, on vous écouterait tous pendant des heures, mais nous allons devoir conclure notre première soirée. Voilà, nous espérons que vous repartez avec un petit bagage en plus, ou alors peut-être un peu plus léger. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne première soirée. On vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous invite bien sûr à revenir avec votre carnet. Bonne soirée à tous.